dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Bonjour les amis, aujourd'hui est un épisode un peu particulier car je switch ma place. En effet, il y a un an, mon ami Étienne Bulidon, ostéopathe lyonnais et auteur d'un très bon podcast et surtout la santé, m'avait interrogé sur ma spécialité d'endodontie, mais aussi et surtout sur ma vision de la dentisterie en général. Cet échange très enrichissant a été pour Margot et moi le point de départ de notre réflexion à la création de Dans tes dents, le podcast des soins dentaires sans langue de bois. Nous avions à cœur aujourd'hui de partager cet épisode avec vous. Nous ne remercierons jamais assez Étienne d'avoir planté cette petite graine dans nos têtes. Avec lui, nous avions abordé les points suivants. Les principales spécialités de la dentisterie, l'importance d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, les conséquences d'une dent infectée sur l'organisme et la nécessité de développer son sens critique face à des vidéos, des reportages ou des articles qui ne sont pas appuyés par des preuves scientifiques solides. Ça n'a d'ailleurs jamais été autant d'actualité qu'en cette période de confinement. Si vous le découvrez aujourd'hui, je vous invite à aller faire un tour sur le podcast d'Étienne et surtout la santé. Nous vous mettrons le lien dans la description de cet épisode. Nous vous souhaitons une très très belle écoute les amis et surtout, prenez soin de vos dents. Bonjour Mathieu. Salut Étienne. Comment tu vas ? Ben bien. Je peux pas aller mieux, regarde, je suis chez moi. On a ouvert une bonne bouteille, comme on sait le faire ensemble. Je suis avec ma femme, il y a mes animaux, mon chien, mon chat, tout va bien. Parfait. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ? Oui, alors du coup, je m'appelle Mathieu. Je suis endodontiste. C'est une spécialité de chirurgie dentaire qui traite de l'intérieur de la dent. Endo veut dire l'intérieur en grec, et donc endodontie, l'intérieur de la dent. Voilà, on exerce à Lyon, j'exerce depuis une dizaine d'années maintenant. Alors pour situer un peu les gens, est-ce qu'on peut d'abord, avant de rentrer dans les détails, expliquer les différentes spécialités qu'on a ? Parce que pour un patient, pour quelqu'un de normal, on dit je vais aller chez le dentiste et on ne se rend pas forcément compte de chez qui on va. Ouais. Surtout que c'est quelque chose que tu soulèves et qui est extrêmement important. Il y a énormément de patients qui se retrouvent un peu perdus quand ils vont voir des spécialistes en chirurgie dentaire parce qu'on a souvent tendance à penser que le dentiste est déjà un spécialiste, alors qu'en fait maintenant la chirurgie dentaire évolue, les soins évoluent, les traitements sont de mieux en mieux, de meilleure qualité, mais par contre demandent de plus en plus engagement des praticiens, engagement technique, de matériel, et donc ça se spécialise. Alors la première spécialité qui arrive en tête tout de suite, c'est l'orthodontie, qui est une spécialité qui, comme son nom l'indique, en fait, ortho, comme orthopédie ou comme le mouvement, etc. Et donc ils vont travailler sur le mouvement des dents et donc poser des appareils multi-attaches pour déplacer les dents. Okay. Donc l'orthodontiste, la plus ancienne spécialité. Il y a maintenant des spécialistes de chirurgie buccale qui sont des praticiens qui vont pratiquer uniquement la chirurgie, donc extraction des dents de sagesse, pose d'implants, greffe de sinus, etc. De la chirurgie. Voilà. D'accord, parce que les dentistes font aussi ça. Alors voilà, les dentistes font aussi ça, mais maintenant, depuis quelques années, c'est une spécialité reconnue. D'accord. Voilà. La difficulté de notre domaine de la chirurgie dentaire, c'est que ça fait peu de temps que ces spécialités sont reconnues, apparaissent, sont diplômantes, et du coup, ça fait peu de temps qu'elles existent à part entière, tu vois. Y a des dentistes qui posent des implants, qui font de la chirurgie, qui sont d'excellents chirurgiens, mais maintenant, il y a des spécialistes qui ne font que ça, et qui sont aussi reconnus avec un diplôme pour la chirurgie, par exemple. Pour des cas éventuellement peut-être plus complexes que le dentiste va pas savoir vraiment gérer, il va pouvoir envoyer chez un spécialiste. Exactement.
Exactement. Voilà, c'est un peu l'idée. Il y a l'exemple tout simple, c'est l'histoire des dents de sagesse. Tu vois, t'as des dentistes qui peuvent peut-être y passer 1 heure à extraire 2 dents de sagesse, et puis voilà, t'en as qui savent très bien faire, qui savent mieux faire, qui font ça toute la journée, et qui en un quart d'heure, 20 minutes, vont extraire les 4 de manière parfaitement rigoureuse et excellente, quoi. Et donc du coup, de toute façon, voilà, le niveau augmente, l'exigence augmente, donc tout ça va dans le sens d'une activité de spécialiste. D'accord. Et comme, puisque, excuse-moi, c'était ta question, C'était la des question. spécialistes, il y en a d'autres encore. Lesquels Alors, ce qui me vient, je vais le prendre dans l'ordre comme ça, hein, les pédodontistes, qui sont des chirurgiens dentistes qui ont décidé, parce que là, il n'y a pas de diplôme validant à ma connaissance, qui ont décidé de limiter leur pratique qu'aux soins des enfants. Ça se comprend, parce qu'ils savent mieux faire, ils savent plus les accompagner, plus les expliquer, etc. Et puis, tu as les parodontologistes, qui sont des praticiens qui ont choisi aussi d'exercer une spécialité autour de la gencive et autour des dents. Donc la gencive, l'os autour, et souvent c'est lié avec l'implantologie, etc. Voilà, ok. Donc tout ça est un peu complexe. Je vais encore plus loin. Il y a aussi des occlusodontistes. Donc là, ça te concerne, Étienne, parce que tout ce qui est mécanique et équilibre neuromusculaire au niveau des dents. Et donc, il y a des praticiens qui, pareil, ont choisi de développer leur pratique autour de cet équilibre au niveau de l'occlusion. Et puis, donc moi, je fais partie des endodontistes, des praticiens qui se sont spécialisés dans les traitements de l'intérieur de la dent. Donc, ça va de la conservation des pulpes, donc du nerf, maintenir la dent vivante jusqu'au bout, ou des situations où elles sont très infectées, comment les nettoyer pour qu'elles restent suffisamment propres et acceptées par l'organisme. Et donc on garde un organe qui n'est plus vivant, mais suffisamment propre pour être accompagné tout le long de sa vie, jusqu'à des grosses infections où là il faut intervenir chirurgicalement, enlever des kystes, des grosses lésions, etc. Voilà. D'accord. J'ai donc peut-être oublié, mais là c'est ce qui me paraît le plus commun comme spécialité. Ok, et donc toi concrètement, donc moi je suis allé te voir, pour situer un peu le contexte auprès des gens qui m'ont écouté, moi je suis allé voir Mathieu en cabinet, et donc quand je suis allé te voir, moi j'ai été surpris par ton matériel, qui était vraiment différent de ce qu'on peut voir dans le cabinet normaux, avec des grosses caméras, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les dentistes qui calent un peu sur des cas cliniques sur lesquels ils vont pas avoir le matériel, ou ils vont coincer à cause de techniques qu'ils n'ont pas, donc ces dentistes-là vont t'envoyer des gens pour que tu règles le cas clinique, c'est ça ? Voilà, c'est assez bien résumé. Bon, l'idée, c'est que on arrive très vite à la limite de ce qu'on peut faire dans une activité classique. Limite technique, visuelle, des fois même de formation, de connaissances, de temps. Et donc, nous, on a choisi avec mes associés de proposer une alternative où on pourrait... avec tout le matériel qu'on a à notre disposition, toute la formation qu'on a eue, aller plus loin. Et des situations qui sont pas gérables à l'œil nu, alors tu as utilisé le mot de caméra, en fait on travaille avec des microscopes qui sont des dérivés de la neurochirurgie, de l'ophtalmologie, etc. et qui ont été étudiés pour être utilisés en dentaire, qui nous permettent de voir jusqu'à 25 fois plus gros dans les dents, et qui nous permettent évidemment de mieux gérer les infections, de mieux gérer le nettoyage de l'intérieur des dents, et donc de pouvoir les conserver plus longtemps. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit cours rapide d'anatomie d'une dent ? Alors, oui. En plus, je suis très visuel comme garçon, alors du coup, c'est compliqué pour moi de le faire que sur du verbal, mais on va essayer. Oui. Il y a à l'intérieur d'une dent, on va dire 3 tissus sur une dent, 3 tissus. On va partir de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'abord, il y a de l'émail, on en a tous entendu parler. Okay. Cette couche qui est extrêmement dure, qui est la plus dure du corps humain, et qui, au niveau de la racine, il n'y a pas d'émail, il y a du sément, voilà, qui est un tissu un peu moins dur, un peu plus minéralisé, qui fait le lien entre l'os
et la racine, d'accord, par l'intermédiaire d'un ligament qui s'appelle le ligament parodontal. Ça, on est encore dans l'extérieur de la dent. Donc il y a ces tissus sur la surface externe d'une dent, l'émail sur la couronne, la partie que l'on voit, et sur les racines, le sément. À l'intérieur et sous ces deux tissus, qu'on soit sur la couronne ou sur les racines, il y a de la dentine. Et la dentine est un tissu qui est tout aussi minéral et tout aussi dur, mais moins dur et plus fragile que l'émail. Et tout ça a été fabriqué alors indirectement, je ne vais pas rentrer dans des cours d'embryologie, mais tout ça a été fabriqué par de la pulpe, qui est un tissu vascularisé, innervé, et qui se situe à l'intérieur de la dent. D'accord ? Et cette pulpe, eh bien, elle fabrique la dent, elle fabrique la racine, elle fabrique toute la dent, et voire même tout au long du temps qu'on passe à utiliser notre dent, elle va continuer à fabriquer de la dentine, et des fois se refermer complètement, voire même aboutir jusqu'à un moment où les dents se nécrosent toutes seules, puisque elles n'ont plus assez de pulpe pour être plus assez vascularisées. Mais là, je rentre un peu dans le détail. D'accord. Est-ce que c'est un tissu en perpétuelle reconstruction, une dent comme un os ou comme un muscle? Non, alors c'est ça qui est très compliqué, parce que donc l'émail, la dentine, la pulpe, ce sont les trois tissus de la dent en partant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, d'accord ? La pulpe a une capacité de fabriquer de la dentine, donc le tissu à l'intérieur, ok ? Mais en fait, il faut imaginer ça, c'est vous avez à l'intérieur de la dent une chambre qui contient la pulpe et qui a un certain volume. Et en fonction de son utilisation, de son agression, par exemple une carie où on utilise trop, on mâchouille tous les jours un stylo sur une même dent, etc., où on prend un coup, eh bien, la pulpe va chercher à se défendre et va chercher à épaissir cette quantité de dentine. Donc oui, la dentine peut être fabriquée. Ce ne sera jamais la même dentine que celle qui a été faite d'un point de vue embryologique. On parle de dentine primaire, secondaire, tertiaire, peu importe. Mais oui, ça peut être fabriqué. Et c'est un processus de cicatrisation. C'est-à-dire que c'est la dent qui se défend. Voilà. D'accord. Mais en aucun cas, on peut régénérer totalement une dent mature. Déjà parce que les cellules qui ont fabriqué l'émail, qui s'appellent les améloblastes, eh bien, n'existent qu'au stade embryonnaire. Et donc, quand l'émail a été fini d'être formé, ils disparaissent et on n'a pas la capacité de régénérer une dent, nous, êtres humains. Les crocodiles, les requins sont capables de le faire. Si tu enlèves une dent à un crocodile ou un requin, la dent repousse. Mais nous, on ne sait pas faire. On n'a pas l'expression des gènes. On n'a pas le génome capable de faire ça. Tu vois ? Je vois. Donc c'est tout le problème. C'est tout le problème parce que à la fois on a 32 dents quand tout va bien, 28 des fois moins parce qu'on peut avoir des accidents, etc. Et c'est tout le problème parce que on doit vivre avec. Et on doit vivre avec dans une cavité qui est extrêmement septique. Septique dans le sens où il y a énormément de bactéries, c'est la cavité buccale. Certains disent même que c'est l'endroit le plus sale du corps humain, tu vois. Et ça pose un vrai problème parce qu'il faut que tout au long de cette vie, ces organes qui sont pas capables de se régénérer, ils s'adaptent. On peut pas dire que la dent cicatrise pas ou s'adapte pas à la vie qu'elle va subir, mais elle doit vivre forcément en dégénérescence, tu vois. Ok. Et donc on doit l'accompagner pour que ça se passe le mieux possible et que ce soit acceptable à l'échelle d'une vie. D'où l'idée de prévention qui est hyper importante. Exactement. Et ça, je crois que c'est le summum de toute médecine, c'est la prévention plutôt que de la médecine de soins. Parce que je vais te dire un truc tout de suite, et on pourra en parler après, je pense qu'on va en parler après, mais à partir du moment où une dent est malade, malheureusement, même si tu vas avoir le meilleur spécialiste, même si tu vas avoir le meilleur endodontiste, enfin peu importe, mais elle restera malade toute sa vie. Elle sera juste réparée pour tenir le plus longtemps possible. Tu vois ? Je vois bien. Et t'as certains courants de pensée qui disent bah ouais, mais une dent malade, alors faut l'extraire. Bah oui, mais faut l'extraire, mais ça a des impacts énormes, et on va en parler, j'imagine. Des impacts mécaniques,
Et puis après, la remplacer par quoi? Puisqu'on ne peut pas les régénérer. Alors on laisse un trou, ou alors on la remplace par un implant, mais l'implant a les mêmes problèmes qu'une dent. Donc du coup, c'est pas... voilà, on essaye de maintenir une situation qui soit le plus acceptable possible pour l'organisme. Ok. Bah effectivement, on va parler de tout ça parce que donc pour les auditeurs, avec Mathieu, on a décidé de parler d'un documentaire Netflix qui s'appelle Root Cause. Donc je le fais sans l'accent anglais, donc root comme une racine, R2OT, cause comme une cause en français. Et c'est un documentaire, donc je vais résumer, tu vas me dire si je le fais bien, qui explique l'impact des dents dévitalisées sur notre corps. Et pour le gars qui a fait le documentaire, en fait, cette dent dévitalisée est un corps mort et donc un nid à bactéries. Et pour lui, d'après les spécialistes qu'il a rencontrés, une dent qui est morte, donc dévitalisée, est forcément porteuse de bactéries qui vont avoir un impact sur l'organisme via des réactions biochimiques diverses. Mais ce corps mort qu'on garde dans la bouche a un impact. Et donc, déjà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Toi qui es endodontiste, tu laisses beaucoup de corps morts parce que quand on a une carie ou une dent qui s'infecte en profondeur, toi, tu vas venir boucher les racines, la dévitaliser, et donc on garde après donc cette dent qui est... Donc il n'y a plus de vie à l'intérieur, il n'y a plus de pulpe, je l'ai remplacé par je ne sais quelle matière, mais il n'y a plus de vie dans cette dent. Et donc dans le documentaire, ils expliquent que cette dent va être hyper toxique pour le corps. Donc d'après le documentaire, tu fais des choses qui vont rendre le corps, qui vont amener de la toxicité au corps. Donc ça va être intéressant de... qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mathieu ? Vraiment, Étienne, je tiens à te remercier parce que c'est une question qui est essentielle. Essentiel parce que sans justification, sans argument, et c'est le problème de notre société aujourd'hui, c'est que à partir du moment où tu as une porte ouverte, une communication possible, ça te donne une crédibilité et tu peux dire absolument n'importe quoi. Je crois qu'il faut effectivement constater une chose essentielle, c'est que oui, c'est vrai, nous sommes incapables de stériliser une dent. À partir du moment où elle est malade, elle restera malade toute sa vie. Et ça, il faut absolument que les gens le comprennent. On se donne... Enfin, je parle comme ça, mais tu me connais, je suis plutôt vrai. On se donne à fond pour nettoyer les dents, à fond. Et voilà, on y passe 2 heures, il y a des grosses infections, on nettoie, on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, c'est désinfecté. On a des protocoles de désinfection extrêmement rigoureux. Et ça diminue la charge bactérienne. D'accord ? Ça diminue la charge bactérienne. Ça la diminue jusqu'à un stade acceptable. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a des bactéries dans les canaux des dents, donc il faut imaginer l'espace qui contenait la pulpe, comme j'ai décrit la dent très simplement tout à l'heure. Cet espace qui contenait la pulpe, on va dire un tuyau, un canal, ça s'appelle un canal, dans une racine. Donc on va parler d'une monoradiculée, c'est-à-dire une incisive ou une canine, une seule racine, c'est le cas le plus simple. Il y a un canal qui part du milieu de la couronne et qui va jusqu'au bout de la racine. Et à l'intérieur, il y a un tissu vivant qui envoie les messages au cerveau. Et quand il n'y a plus rien à l'intérieur, eh bien, la pulpe n'est plus présente, elle est nécrosée, eh bien, il y a des bactéries qui viennent se mettre à l'intérieur. Ouais, parce qu'il n'y a plus le sang qui va venir, il n'y a plus de sang qui va apporter des cellules immunitaires pour lutter contre ces bactéries, donc ça va être... une zone dans laquelle les bactéries vont pouvoir pulluler, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Voilà, alors on va dire se développer, et il y a au-dessus de la pulpe, il y a de la dentine. Le problème de la dentine, c'est que c'est un tissu poreux. Donc il faut que tu imagines une éponge, en fait. Moi, quand je donne des conférences, j'utilise toujours cette image-là, c'est une éponge. C'est un tissu qui est une éponge. Donc c'est une éponge avec plein de petits trous, et dès qu'il y a de la salive qui rentre dedans, dès qu'il y a dès que c'est ouvert dans la cavité buccale, les bactéries pénètrent à l'intérieur de ce tissu. Et donc, elles ont tout pour s'y développer, une bonne température, des débris qui leur permettent de se développer, etc. Si en plus, elles ont des nutriments, donc là, c'est génial pour elles. Alors pour que ça soit ouvert, je te coupe, je suis désolé, mais ouais, non, il faut qu'il y ait une carie ou quelque chose qui perce l'émail, on est d'accord ? Il faut qu'il y ait une carie, il faut qu'il y ait un traumatisme qui casse la couronne. Et voire même, des fois, on a des dents qui ne sont pas ouvertes, sans carie, et qui s'infectent. Et on sait pourquoi ? Oui, on sait pourquoi, parce qu'on sait que les bactéries passent, du coup, comme elles sont infectées.
Mais ça veut dire que, et j'allais en parler plus tard, mais ça veut dire que même si les dents peuvent être un réservoir de bactéries lorsqu'elles sont infectées, ce qui est certain, c'est que les bactéries de la cavité buccale pénètrent dans l'organisme, même par la gencive ou par le tissu environnant. Et donc peuvent quand même pénétrer par les dents. Alors le cheminement direct, on a du mal encore à bien comprendre, à bien saisir, mais il y a quand même des bactéries à l'intérieur. Bon. Et là, je ne sais pas si je suis clair. Parce que là, je sais pas. Alors tu parles d'une dent qui est saine ? D'une dent qui n'est plus vivante. D'accord, qui a plus de sang dedans. Par exemple, je te mets un cas très simple. Tu prends un coup. Sur l'effet du coup, il y a une pulpe qui se nécrose. Donc l'espace dans lequel il y a la pulpe disparaît. La pulpe qui est dans son espace disparaît. Et à l'intérieur, sur du long terme, la dent s'infecte. Et on voit une infection apparaître au bout de la racine. Quand une infection apparaît au bout de la racine, ça veut dire qu'on part du principe que dans l'endodonte, qui contenait la pulpe, eh bien, il y a des bactéries. Mais ça, beaucoup de gens ont ça ou pas ? Non. D'accord. Parce que ça vient suite à des traumatismes, ça vient dans des cas... voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément d'ouverture nette, franche, pas de caries, pas forcément de fractures, etc. Ça reste des cas anecdotiques, mais ça reste pour nous, endodontistes, des cas fréquents. Et est-ce que le patient le sent ? Est-ce que ça déclenche une inflammation ? Là, du coup, il y a plein de questions qui arrivent. Il y a plein de questions qui arrivent. Mais tu sauras que c'est le podcast le plus complexe que j'ai tourné jusqu'à présent, le numéro 3. Tu sais, l'endodontie est complexe. On a fait 6 ans d'études, on s'est spécialisé, voilà, tu vois. Moi, je commence déjà... ça fait 10 ans que j'exerce, c'est assez complet. Ça fait 10 ans que j'exerce et je commence à avoir quelques réponses maintenant, tu vois, avec un peu d'expérience. Mais voilà, donc c'est assez complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur d'une dent, parce que la dentine est un tissu poreux comme une éponge, parce qu'il y a un canal dans lequel il peut y avoir des bactéries, l'intérieur d'une dent, lorsque ça s'est infecté, eh bien, peut servir de réservoir pour des bactéries. Et après, on parlera, si tu veux, pour pas s'éparpiller, de comment les bactéries peuvent rentrer. Mais d'abord, une dent infectée. Et lorsqu'une dent est infectée, les bactéries vont se répandre tout au long de la racine. Ok ? Donc sur une monoradiculée, dont je parlais tout à l'heure, c'est très simple parce qu'il n'y a qu'une seule racine. Sur une pluriradiculée, donc les molaires, il y en a 3, voire 4, des fois 5. Enfin, tu vois, ça peut aller des fois. Ça m'est déjà arrivé de traiter des dents avec 6 racines, tu vois, 6 canaux, pour être plus exact. Et donc on a un réseau de canaux dans lequel les bactéries s'éclatent et se développent, d'accord ? Et tant qu'elles sont dans la dent, il ne se passe rien, ok ? Ça veut dire qu'en fait, on a une dent qui est morte, qui n'est plus vivante, qui est infectée, mais qui ne génère rien dans l'organisme puisqu'elle n'est pas vivante, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de communication entre cette dent et le reste de l'organisme ? Tant que les bactéries sont dans la dent. Le problème, c'est que entre l'intérieur de la dent et l'extérieur de la dent, donc l'os autour de la dent, d'accord ? Il y a tout un réseau de communication qui se fait par l'extrémité des canaux, ok ? Dans lequel il y avait la pulpe. Là où la pulpe venait, là où se faisait la vascularisation de la pulpe, là où passait le sang, l'artère, veine et le nerf, ok ? Et qui allait se répandre, envoyer les infos dans le reste de l'organisme. À partir de ces endroits-là, il y a communication. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les bactéries sont dans la dent ? Elles se développent, elles vont tout au bout du canal, donc t'imagines un tuyau avec une sortie, et au bout de la sortie, il y a l'organisme. Et là, on rentre dans l'os. Donc là, on rentre dans l'organisme. Puisque, pour moi, quand on est dans la cavité buccale, on est au début du tube digestif, mais on est à l'extérieur de l'organisme. Oui. Ok ? Tout le tube digestif, il y a une entrée, une sortie, et tout le tube est l'extérieur. D'accord ? Et quand on est dans une dent, on est dans un phanère, dans un organe, un phanère, c'est comme les ongles, les cheveux, tu vois, c'est une dent, et la dent, c'est pareil. Et on est encore à l'extérieur de l'organisme, pour être précis, très très précis. Et quand les bactéries arrivent au contact du tissu parodontal, donc tissu parodontal, tout à l'heure je parlais des parodontologistes, c'est gencives, os, tout ce qui fait le tissu de soutien de la dent, là, elles rencontrent un tissu vivant. Et là, ce tissu vivant a une capacité, et heureusement, de défense par l'intermédiaire d'une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, elle va lutter contre ces bactéries. D'accord ? De manière plus ou moins efficace, plus ou moins importante.
de deux façons possibles. Une réaction inflammatoire aiguë, très douloureuse, plus ou moins douloureuse. Ça peut aller de la simple douleur à l'abcès, pour faire simple, à une réaction inflammatoire chronique, où là, on a un organisme qui va être capable de s'adapter face à la lésion, à l'agression, et qui va enkyster, si tu veux, le bout de la racine et créer un kyste ou un granulome au bout de la racine. Et là, on a des stades où il y a des patients qui sentent, c'est douloureux, et des patients qui ne sentent pas. Et ce stade de lésion inflammatoire aiguë chronique dépend, de la virulence des bactéries, parce que faut pas croire que c'est des petits microbes qui se baladent comme ça, voilà. Non, c'est organisé, elles se développent comme une société. T'as on appelle ça le biofilm bactérien. Ce biofilm peut être peu agressif, il peut être très agressif. Tu vois, c'est la bactériologie, ça devient assez complexe. Et du coup, face à ça, la réaction inflammatoire sera peu importante, très organisée, pas du tout organisée, et donc on sera dans des situations aiguës ou chroniques. D'accord ? Et ça dépend aussi, et c'est là où c'est important, de l'état de santé de l'organisme. Un organisme costaud, solide, tu vois, pas trop embêté par le reste qui pourrait diminuer son inflammation. Je parle d'une mauvaise alimentation, une sédentarité, pas d'activité physique, une mauvaise hygiène, voilà, plein de choses. Eh bien, ou un état psychique aussi, que tu sais que ça peut jouer sur la réaction inflammatoire. Eh bien, tout ça va avoir tendance à exacerber les réactions inflammatoires, tu vois. D'accord. Et alors, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai compris ton histoire et je vais te parler de ma vision en tant qu'ostéo. Nous, on a beaucoup de problèmes. Moi, je travaille beaucoup dans le sport, hein, bon, tu le sais. Et on a beaucoup de problèmes de tendinite chronique il y a quelque chose qui est assez connu en médecine du sport, mais assez flou quand même, c'est que ces foyers infectieux au niveau des dents réagissent avec les foyers inflammatoires, enfin infectieux / inflammatoires au niveau des dents, réagissent à distance via des molécules, des cytokines, etc., avec les foyers inflammatoires au niveau des tendons, et ces deux foyers entretiennent l'inflammation en fait, les unes avec les autres. Je ne sais pas si tu vois ce schéma. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que un organisme qui a un état inflammatoire élevé, eh bien, toutes les autres situations où il y a un état inflammatoire prendraient le même niveau d'inflammation et serait exacerbé en fonction. Voilà. Bon, ok. En fait, c'est un sujet qui a été assez compliqué à développer parce que, enfin, je suis pour rien dedans, mais j'ai constaté en soignant des sportifs de haut niveau que nettoyer une dent, eh bien, pouvait permettre de guérir des tendinites à distance. Voilà. J'étais incapable de l'expliquer, et même pour de la petite histoire. En conférence, dans des congrès, etc., ou sur des formations, j'ai essayé de l'expliquer. On me disait non, attends, t'as pas de preuves, on peut pas le dire. Bon, à juste titre, hein, parce que tu vois, c'est bien ce qu'on va reprocher aussi au reportage route cause, c'est de pouvoir dire absolument n'importe quoi sans preuve. Et donc, non, il faut être plus rigoureux que ça. Hein. Effectivement, pendant longtemps, j'ai pas compris. Et je pouvais pas dire que soigner une dent pouvait résoudre une tendinite. Je peux même toujours pas le dire. J'ai aucune preuve. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, etc. Il y a eu quelques mois, voire quelques années, je sais plus. D'ailleurs, j'ai pas préparé, tu vois, notre interview. Hein. Tu m'as dit que ça devait être spontané, mais c'était très bien. Mais il y a eu un papier de l'INSERM, je crois, c'est à vérifier, je crois que c'est l'INSERM de Nantes, qui a démontré, en fait, le rôle des bactéries de la cavité buccale dans le développement des tendinites. Alors, je vais faire très simple. En fait, quand tu as un foyer, quand tu as une dent infectée, ou un parodonte infecté autour de la dent, parce qu'une mauvaise hygiène, etc., des dents qui se déchaussent, bon, pour faire simple, tu as un passage de bactéries de la cavité buccale à l'intérieur de l'organisme, par l'intermédiaire des gencives ou de la dent. D'accord ? Et on peut très bien penser que ces bactéries, si tu veux, à partir du moment où elles rentrent dans l'os et qu'elles se faufilent, elles passent au travers des défenses immunitaires, elles se faufilent dans la circulation, en un battement de cœur, si tu veux, elles ont quasiment fait le tour de l'organisme. Et quand elles se logent dans des microvascularisations, elles peuvent se fixer dans ces microvascularisations, notamment au niveau des tendons. Là, elles se fixent, les défenses immunitaires les reconnaissent, les éliminent,
Mais pour les éliminer, il faut une réaction inflammatoire. Donc, il y a une réaction inflammatoire qui se crée dans ces petits vaisseaux. Ça ferme la vascularisation du tendon. Donc, on a des zones au niveau du tendon qui se nécrosent par hypoxie. C'est-à-dire qu'elles manquent d'oxygène parce qu'il y a moins de vascularisation. D'accord. D'où l'importance de la bactériémie. C'est une notion qui est essentielle de comprendre. C'est-à-dire qu'on a en permanence des bactéries de la cavité buccale, de l'organisme, de tout le tube digestif qui pénètre dans notre organisme. Et les dents peuvent être un vecteur. Tu comprends ? Ouais, je comprends. Les dents comme la gencive, etc. Mais je crois, et en tout cas aujourd'hui rien n'est démontré, que c'est le seul vecteur. Je pense qu'en fait, tout le tube digestif permet une absorption de mauvaises choses, des toxines, des bactéries, etc. Et on peut voir l'état inflammatoire diminuer, par exemple, chez un patient qui arrête le lait de vache, ou qui mange mieux, ou qui mange moins, simplement, moins de gluten pour diminuer l'inflammation au niveau des entérocytes, au niveau de l'intestin, etc. Donc, en fait, la cavité buccale est le premier rempart de ces toxines et de ces bactéries qui pourraient infecter l'organisme. Donc toi, en fait, contrairement à ce que dit le film Root Cause, et j'invite tous les gens qui écoutent à aller le voir sur Netflix, tu penses qu'une zone infectée dans une dent va peut-être pénétrer un peu dans l'organisme, mais au même titre que des bactéries peuvent potentiellement passer dans l'intestin, tu penses que c'est pas quelque chose de très impactant sur le corps ? Exactement. Exactement, pour plusieurs raisons. Parce que, on ne stérilise pas des dents, comme je te l'ai dit, mais on arrive à diminuer la charge bactérienne suffisamment pour que ce soit accepté par l'organisme. D'accord ? Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont des études scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, à étudier ce qui va nous permettre de garder nos dents, dans quelles conditions, etc. Et qui montrent, si tu veux, des taux de succès absolument génialissimes, puisqu'on est sur des taux de succès sur du très long terme, 5 ans, 10 ans, des fois même des études à 20 ans, à 90-95% sans aucun signe inflammatoire. Bon. Succès égale pas de réaction inflammatoire. Alors, on rentre dans un autre débat. Mais c'est génial parce qu'on pourrait faire, en fait, c'est des débats qu'on pourrait avoir, si tu veux, avec des étudiants spécialisés. Ouais, faut pas qu'on rentre trop dans le détail. Mais ça. Pour moi... la réaction inflammatoire, en fait, il faut que je te dise un truc, Étienne, j'en suis convaincu. La réaction inflammatoire, c'est pas un gros mot. La réaction inflammatoire, elle est permanente. Je veux dire, à partir du moment où tu manges, limite, tu as une réaction inflammatoire. Tu vois, tu manges du pain, réaction inflammatoire, le gluten, on le sait, les protéines de lait de vache qui sont énormes pour notre organisme, on le sait aussi. Mais tout le reste, tu vois, la réaction inflammatoire, elle fait partie de notre organisme. C'est pas un gros mot. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'en fait, je pense que il faut plutôt travailler sur des organismes forts et en bonne santé, plutôt que de se dire voilà, il y a un problème sur une dent, donc ça développe des cancers, etc. Ce qui est, en mon sens, inadmissible dans un discours scientifique. Tu vois ? Donc pour prendre en charge un patient qui a une infection, on va dire, au niveau d'une dent, admettons que la dent dévitalisée est une infection vu qu'on ne peut pas la stériliser. Ok ? Et ça, c'est un gros mot, infection, hein, mais on va dire que... C'est un gros mot. Ouais. C'est un gros mot parce que, en fait, non, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est une dent dévitalisée suffisamment propre pour être acceptée par l'organisme. Mais parce que cette réaction inflammatoire, il faudrait une infection, ça voudrait dire qu'en fait, toute la cavité buccale est une infection. Ok. Tu vois ? On va dire une source parce que, de bactéries. regarde, la bactériémie dont je parlais tout à l'heure, c'est le passage des bactéries dans le sang. Ok ? Et ça, aujourd'hui, on le sait, quand tu mâches un chewing-gum, quand tu manges, t'as des bactéries qui passent dans le sang. Okay ? Donc ça veut dire qu'en fait, cette infection, puisqu'on a des tissus qui sont extrêmement vascularisés au niveau des gencives, elle est permanente. C'est à nous de travailler pour que la bouche soit le plus propre possible, pour que ce soit le moins infecté possible, et que l'organisme soit le plus fort possible. Donc toi, pour traiter un patient de manière globale, tu conseillerais peut-être plutôt traiter l'organisme dans le sens où le patient pourrait booster son immunité en mangeant bien, en dormant bien, etc., en
en allant voir le psychologue pour avoir un état d'esprit sain, parce que tu disais que ça pouvait avoir un rôle sur l'inflammation. Donc voilà, faire en sorte que le patient ait de bonnes défenses pour lutter et accepter la petite infection, la petite charge bactérienne dans la dent dévitalisée. Alors, de ce que j'entends, de ce que tu viens de dire, il y a des bonnes choses et des choses à mettre en second plan. Oui, effectivement, il faut garder un état buccal propre. C'est certain, dans une prise en charge globale. Plus les dents seront nettoyées, mieux ce sera. Plus la bouche sera propre, mieux ce sera. Mieux les dents seront soignées, c'est-à-dire avec des traitements de qualité, et mieux ce sera. Ça, c'est certain. Après, de là, quand tu dis rebooster les défenses, et oui, t'as raison. T'as raison c'est évident qu'un organisme entraîné, qui fait du sport, qui mange bien, qui est bien dans sa tête, va mieux réagir. Ça, c'est certain. Commencer par aller voir le psychologue dont tu as parlé. Je ne suis pas certain que tout le monde soit prêt. Mais c'est une possibilité. Tu vois des gens qui sont tellement bien dans leur tête, qui ont des bouches complètement, dans un état catastrophique, mais il ne se passe rien parce qu'ils sont très très bien dans leur tête. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi, j'ai pas de preuves scientifiques pour te dire ça. C'est ça en fait qu'il faut. C'est un constat de praticien, mais ça peut pas être une vérité ni un argument général. Et là, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est dans un discours qui doit être universel. Dans ce discours universel, la première chose qu'il faut avoir, c'est une bouche propre, soigneuse, très bien soignée. Comment tu fais ça pour avoir une bouche propre ? Tu te laves les dents, ok ? Exactement. Tu fais des bains de bouche ? Faut avoir des règles d'hygiène très simples, des brosses à dents plutôt souples, pas de dures qui abîmeraient l'émail. Se brosser les dents après chaque repas. Voilà. En fait, il faut penser que les bactéries, elles mangent quasiment la même chose que nous. Elles adorent le sucre. Alors, le sucre raffiné, je te raconte même pas. Le sucre aussi travaillé, tout ce qui est sur les farines, par exemple. Donc, pâtes, pain, etc. Tout ce qui va stagner aussi sur les dents. Tu manges des morceaux de pain, par exemple, tu sais, ça fait une petite bouillie sur les dents. Et ça, c'est pour les bactéries, c'est génial. Et c'est ce qui crée les caries, d'ailleurs, non ? Des petits bouts de sucre. Moi, je vais te dire ma vision, tu vois, qui est une vision pas du tout de dentiste, mais on dit de pas manger de sucre parce que ça fait des caries. Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que le sucre allait se coincer un peu dans la dent, nourrir des bactéries d'un point de vue local qui, elles, allaient attaquer l'émail et créer une carie. Est-ce que c'est à peu près ça qui se passe ? C'est ça, mais c'est exactement ça. Okay. C'est-à-dire que tu as des bactéries qui se posent sur les dents. On appelle ça le biofilm bactérien, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est à l'intérieur de la dent. Il y a la même chose aussi dans la bouche. Si tu le laisses s'installer, il s'installe. Et tu lui donnes à manger avec du sucre. Et plus le sucre est raffiné, plus les molécules sont... c'est du saccharose, c'est, tu vois, le lactose, tout ça. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est... tu leur donnes à manger et l'engrais, se développe. Et à chaque fois pour faire simple, elle mange un sucre, elle sécrète un acide, ça fait un petit trou dans la dent... ça abîme l'émail et petit à petit, plus le trou grossit, puis il y a la bactérie, et puis elles se mettent dans le trou et ça fait une carie. Voilà. Donc en fait, on pourrait manger des bonbons, ce serait très mauvais, mais manger des bonbons et se brosser les dents juste après, ce serait pas si terrible. Exactement. D'accord. Exactement. Normalement, il faut compter à peu près 20 minutes après un repas pour te brosser les dents. Voilà. Mais effectivement, c'est la meilleure chose. C'est pour ça que tu entends les parents qui te disent non, plus de bonbons, non, c'est pas ça. Le problème, c'est l'hygiène, c'est le nettoyage des dents. Il peut y avoir. Alors, c'est sûr que si tu as. De toute façon, les catastrophes qu'on voit au niveau des parents, c'est, tu vois, à chaque fois qu'il y a un enfant qui se plaint, tiens, prends un bonbon, tu veux pas être couché, prends un bonbon, bois un coca, etc. Non, et là, toute la nuit. Il faut te brosser les dents, il faut que ce soit propre. Et là, toute la nuit, les bactéries, elles se régalent. Parce que le problème de la nuit, c'est que la journée, tu as une chasse salivaire qui est sans se brosser les dents, parce qu'il fait que tu déglutis, etc., qui au moins nettoie un peu tes dents, tu vois. Et si la nuit, tu le fais pas. Donc, tu sais, la fameuse haleine du matin, tu vois, ça vient de ça. C'est parce que toute la nuit, des bactéries se sont développées. Et voilà, donc si tu t'es pas brossé les dents avant d'aller te coucher, t'en as encore plus. Et le matin, si tu te brosses pas les dents avant de partir au boulot, t'en as encore plein. Et tout ce que tu vas manger au petit déjeuner et dans la suite, tu les nourris pour qu'elles se développent. Et est-ce qu'un chewing-gum à la Frident pourrait éviter la stagnation de sucre ? Alors, dans le chewing-gum, tu as des molécules qui vont limiter le développement des bactéries, voire même qui peuvent être antibactériens.
Ouais, la mastication peut permettre de saliver et nettoyer. Bon, oui, mais il faudrait pas le garder trop longtemps pour pas que toutes les molécules soient saturées et qu'il y ait trop de bactéries qui restent et qui stagnent. Tu me connais, je suis pas fan des produits de synthèse non plus. Donc les chewing-gums, en fait. Puis après, il y a tout le problème aussi lié à la mastication et à l'ATM. Et c'est là où toi, tu vas pouvoir peut-être intervenir. Est-ce que c'est bien de mastiquer toute la journée? Est-ce que voilà. Donc est-ce qu'il faut une bonne occlusion? Voilà. Est-ce que ça peut modifier ça? Je suis pas certain que ce soit la meilleure des choses. D'accord. Ce qui est certain, c'est que pourquoi pas se mâcher un chewing-gum quand tu peux pas te brosser les dents, comme les pubs, hein, voilà. Tu sais, la fameuse pub quand vous pouvez pas vous brosser les dents, mâcher machin. Ça existe, non? Ça te parle pas? Non, ok. Je veux pas citer le truc parce que c'est pas l'objectif, mais oui, c'est bien. C'est pas ce qui remplace un brossage. Ok. C'est mieux que de rien faire. C'est pas. Non. Ce qu'il faut, c'est se brosser les dents, ne pas avoir honte de se brosser les dents. Tu vois. En France, on a un peu un problème par rapport à ça. C'est compliqué. Tu vois pourquoi dans les écoles, par exemple, il n'y a pas des brossages de dents qui se fait après chaque repas à la cantine? Parce qu'on veut pas avoir à gérer l'hygiène du mélange du risque de mélange des brosses à dents, etc. Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Ok. Tu vois. Apprendre aux enfants dès qu'ils mangent à aller se brosser les dents pour que ça devienne un réflexe. D'accord. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, une fois que la bouche est le plus saine, on va dire, elle peut jamais être saine, hein, mais voilà, la plus saine possible. Le plus propre. Voilà, là déjà on a moins de pénétration, moins de stagnation de bactéries, donc moins de pénétration dans l'organisme et moins de problèmes de bactériémie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut que, voilà, moi je suis plutôt un partisan de l'hygiène, de la prévention, des bonnes méthodes de brossage qui te permettent de diminuer cet état inflammatoire au niveau buccal. Voilà. Donc là on est dans la prévention et tu m'as éclairé là-dessus, je suis conscient de tout ça. Bon, admettons, un patient a mal fait quelque chose, ou alors c'est pas de sa faute, peu importe, se retrouve avec une petite infection dans la dent, ou une carie, etc., qui a rongé un petit peu la dent. Bref, tu dois la dévitaliser, tu injectes ton produit qui vient boucher les racines, mais malgré ce produit qui bouche soi-disant un peu tout, il y a quand même une charge bactérienne qui est présente, parce qu'une dent dévitalisée porte forcément des bactéries à l'intérieur. Ces bactéries, elles communiquent avec la circulation, avec l'organisme, ou pas? Tu peux me redire? Oui. Alors, d'après ce que tu viens de dire, il me paraît important de rebondir sur, si je peux me permettre, sur quelque chose. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va nettoyer la dent pour qu'elle reste suffisamment propre pour être acceptée le plus longtemps possible. D'accord ? Donc, on ne rebouche pas, comme c'est un abus de langage qui est simple, mais qui est complètement légitime, hein. Mais c'est pas le terme. On nettoie au maximum. Ok ? Et souvent les patients ils disent on a javelisé la dent. Oui, parce que c'est de l'eau de javel. Voilà, c'est de l'hypochlorite de sodium. C'est ni plus ni moins de l'eau de javel qu'on utilise pour désinfecter la dent, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Associé avec d'autres choses, hein. C'est pas aussi simple, c'est pas que de l'eau de javel. Mais on nettoie au maximum. D'accord ? Et le problème, c'est que on ne peut pas accéder à tout l'intérieur de la dent. Donc on sait qu'il y a des zones auxquelles on n'a pas accès et qui ne seront pas à 100% stériles. Donc on nettoie le maximum. Une fois que c'est nettoyé, comment faire pour que cette dent reste dans une cavité buccale septique? Parce que si je te nettoie la dent, mais que je la laisse comme ça, en 2 secondes, les bactéries vont revenir à l'intérieur et mon travail ne sert à rien. Donc, on l'obture. C'est-à-dire qu'on la remplit. D'accord ? Après nettoyage. Il faut bien dissocier les deux. C'est pas que du remplissage. On nettoie et on obture. Par-dessus, on va reconstruire. Parce qu'on va obturer les racines, et puis après, on va obturer la couronne et la reconstruire. Par différents matériaux. Alors, voilà. Avant, on parlait des plombages. Maintenant, on parle des composites, des couronnes en céramique, etc. On pourra en parler si tu veux. Mais l'idée, c'est de te dire, et ça c'est très important que tu comprennes ça, Étienne, que tout le monde comprenne ça, même si on fait la plus belle des restaurations, avec le temps,
elle sera jamais à 100% étanche puisque ce n'est pas une dent régénérée à l'identique de comme quand l'état dans lequel elle était quand elle a fait son éruption dans l'arcade. Tu comprends ? Donc potentiellement, on a une dent qui peut se réinfecter, ou en tout cas qui évolue dans un milieu septique, et donc les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur et à nouveau rentrer à l'intérieur. Donc oui, sur du long terme, et mieux ce sera fait. C'est-à-dire plus le traitement sera bien fait, plus la restauration sera de qualité, et plus ça va être long, mais oui, des bactéries vont repasser à l'intérieur. Mais elles vont tellement être peu nombreuses, c'est ça qui est bien, c'est que quand elles vont pointer le bout de leur nez à l'extérieur de la dent dans le tissu osseux, elles vont être éliminées par les défenses immunitaires. Tu vois ? Et donc, ça ne pose aucun problème et c'est complètement acceptable à l'échelle d'une vie. Ok, contrairement à ce que le documentaire Root Cause explique. Alors, voilà. Moi, ça m'avait déjà interpellé il y a très longtemps parce que tu vois, un traitement de racine, par exemple. J'ai fait, alors, pareil, j'ai rien préparé, mais tu as une étude qui montre les traitements de racines faits par des praticiens généralistes, tu vois, à 5 ans. On est, alors je voudrais pas dire n'importe quoi, mais on est à peu près, oui, sur des études rétrospectives. Alors c'est assez simple, on a des taux de succès, c'est-à-dire qu'on prend des patients dans la population lambda, et puis on regarde la qualité des traitements, puis on se rend compte qu'en fait, un tiers des traitements présentent des lésions. Ok. Et donc on sait que, bon, globalement, c'est des patients qui se sont fait soigner par des praticiens généralistes. Donc après, si cet échantillon est représentatif de la population, tu as un tiers de chances qu'après une dent dévitalisée, tu aies une infection. D'accord ? Quand tu fais ça dans les règles, les données acquises de la science et comme on sait le faire, tu passes d'un tiers à peu près à 95% sur des études faites par des spécialistes, etc., de guérison, de taux de succès, etc. Des fois même sur du long terme, 5 ans, 10 ans, en fonction des études, etc. Donc en fait, il me paraît important de développer deux choses, et c'est tout l'intérêt de la spécialité dont tu parlais en introduction, c'est que oui, on peut le faire, oui, on peut très très bien nettoyer, et oui, ça marche très bien sur du long terme, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de temps, et du coup, ça demande peut-être l'action en plus d'un spécialiste. Après, certains te diront que je suis pas objectif parce que je suis spécialiste, mais voilà, te le dire. tout va dans le sens de voilà, ça devient plus compliqué, mais il manquerait plus que si tu veux moi qui fais et les endodontistes qui font des traitements de racines toute la journée sur des grosses lésions, des grosses dents infectées, enfin des situations tendues et qui arrivent à obtenir d'excellents résultats. Il manquerait plus qu'on ait des moins bons taux de succès qu'un praticien généraliste qui fait ça une fois. Oui. Enfin, tu vois, c'est logique, c'est logique. Donc ça va dans le sens d'une augmentation de la qualité des soins, c'est certain. Et c'est ce que je reproche à certains courants de pensée qui disent oui, mais une dent dévitalisée, ça maintient une inflammation. Oui, c'est vrai. Mais ça, je peux l'entendre si c'est un spécialiste, si c'est un très bon dentiste qui utilise un protocole rigoureux dont les données acquises de la science ont montré que ça fonctionnait très très bien. Là, j'ai entendu, et au début, j'ai commencé à m'interroger sur cette question-là il y a quelques années quand j'ai eu un patient qui m'avait parlé justement d'extraire les dents, parce que les dents nécrosées ou dévitalisées parce qu'elles étaient des organes morts, tu vois. Mmh. Alors oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, si tu fais ça comme un cochon, excuse-moi d'être un peu provocateur, mais c'est un peu l'idée, si tu fais ça comme un cochon, parce qu'il y a des dentistes qui proposent ça, qui disent oui, ça marche pas, moi je les vois, mais je les vois en conférence tout le temps. T'as des gars qui te disent oui, oui, mais moi je fais pas comme toi, et donc ça marche pas très bien, et donc j'extrais les dents, voilà, parce que je sais que les traitements de racines ne fonctionnent pas. Ok, ben est-ce qu'on pourrait se poser 2 secondes sur ton protocole et en fait tu te rends compte que la plupart des cas le protocole est pas bon, est pas rigoureux, est pas forcément respecté. Donc c'est très facile, au lieu de remettre en cause son protocole, de dire que le traitement ne marche pas. Tu comprends ? Je comprends bien, ouais. Mais et attention, excuse-moi parce que là je suis très confraternel aussi, c'est ouais. Qu'une petite marge de notre profession. Il y a beaucoup et heureusement la plupart des praticiens qui sont très consciencieux et qui font très très bien les choses. Mais
c'est vrai que ceux qui surfent sur cette idée, voilà, les dents dévitalisées, c'est des organes nécrosés, on les extrait, etc. Très souvent, si tu creuses, ils ont des résultats mauvais parce qu'ils n'ont pas mis en place le protocole qu'il fallait. Et ça, c'est compliqué. Je vois. Mais toi, ce que tu appelles un bon résultat sur une dent dévitalisée, c'est un patient qui ne revient pas pour une inflammation, pour une douleur, une infection, de là où tu as fait le travail, quoi, en gros. Voilà. Alors, moi, je regarde pas forcément que mon activité, et puis il faudrait que je fasse quelque chose de très, très suivi. Alors, on a des logiciels, hein, je pense à des logiciels en endodontie qui sont très récents, mais qui nous permettent d'avoir un suivi et d'avoir un taux de succès sur nos traitements. Mais il y a des études cliniques, des essais cliniques, qui ont des suivis des fois jusqu'à 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui montrent un taux de guérison et un taux de conservation de la dent très élevé, autour de 90-95% en fonction des études, et qui est extrêmement satisfaisant. Donc ça veut dire taux de conservation, ça veut dire que le seul moyen qu'on ait de voir que cette dent n'est pas génératrice d'inflammation, c'est qu'il n'y ait pas eu de destruction de l'os. Quand les bactéries sortent de la dent et arrivent dans l'os, eh bien l'os, la réaction inflammatoire de l'os génère une petite destruction, et on prend une radio et on voit un petit trou au bout de la racine qu'on appelle un kyste, un granulome. Enfin, le vrai nom, c'est une lésion parodontale d'origine endodontique. Donc, voilà. Et donc, c'est le seul moyen qu'on ait pour valider que l'os autour de la dent est en bonne santé après un traitement endodontique. De vérifier qu'il n'y ait pas de granulome. Qu'il n'y ait pas d'infection. Voilà. Alors, donc, on fait un suivi de nos patients. Enfin, je te prends 100 patients, puis tu les rappelles tous. Alors, peut-être que tu auras un taux de suivi peut-être de 80%, 90%. Puis là, tu les vois à 6 mois, tu prends des radios. Bah, tu as tant de pourcentages qui ont guéri, puis après, etc. Puis tu vois les rappels à 5 ans, puis tu vois à 10 ans, 20 ans. Puis... Mais j'ai l'impression que c'est pas très fiable, la vision, la mise en évidence d'un granulome, d'un kyste au niveau de la racine d'une dent. J'ai l'impression qu'avec une radio panoramique, on passe quand même à côté de beaucoup de... Alors, une radio panoramique, c'est certain que c'est pas assez précis. Ça donne Qu'est-ce une qu'il vision faudrait globale. Il faudrait des 3D, des examens 3D pour aller jusqu'au bout des choses. Et Alors, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans la plupart des cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les endodontistes travaillent avec une 3D, tu vois, dans leur cabinet. Et parce que la radiographie est un examen en 2 dimensions. Donc, toute l'image est écrasée, si tu veux. Donc, t'imagines de l'os, un tissu osseux, un volume, avec au milieu une petite boule d'infection, tu vois. J'imagine bien. Ouais. Et donc, tu écrases cette image sur un plan en 2D. Donc, tu as de l'os devant, de l'os derrière. Bah, tu vois que de l'os. Et donc, tu te dis, bah, il n'y a rien. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une 3D pour pouvoir voir ces petites infections. Donc, moi, en fait, en tant qu'ostéo, bon, tu vois, je m'occupe de joueurs pro. Il y a des enjeux assez gros au niveau de leur carrière, que ce soit à tout niveau, mais financier. Moi, ça me fout pas mal la pression. Donc, je suis dans une recherche continuelle d'optimisation des soins. Et en fait, je ferais mieux d'envoyer ces gars-là quand par exemple, il y a des tendinites chroniques. Donc les gars, ils vont chez les dentistes et passer des panoramiques. Ils disent non, c'est bon, il n'y a pas d'infection. Mais moi, je me dis que c'est pas très fiable. Donc en fait, je ferais mieux de les envoyer à un endodontiste qui a le matériel pour faire des scanners, des radios 3D, je sais plus comment tu as dit. Voilà, alors, ouais. De là à l'envoyer chez un endodontiste, oui. Bon, après, l'endodontiste n'est pas radiologue, mais tu peux les envoyer chez quelqu'un, peu importe, qui ferait un scanner 3D pour s'assurer qu'il n'y ait pas des lésions sur les dents. Voilà, ça c'est certain. Donc le scanner 3D, ce qu'on a de mieux. Ça peut être un radiologue, ça peut être un dentiste, ça peut être un endodontiste. Mais l'idée, oui, c'est le seul moyen radiographique le plus fiable aujourd'hui, c'est la radiographie 3D, en 3D. Ouais. Et qui fait ça ? Un radiologue peut faire ça ? A le matériel en théorie ? Voilà, effectivement, des radiologues ont ça. Ça peut s'appeler... Donc, avant, c'était des dentascans, c'est-à-dire des scanners des dents. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des cone-beams, des petits champs qui font que quelques dents, comme des grands champs qui font toute la mâchoire, et voire même toute la bouche. Et oui... énormément de cabinets dentaires sont équipés, des cabinets de radiologie aussi, parce que si tu veux, pour poser des implants, c'est essentiel d'avoir ça, puisque ça te permet d'avoir le
le volume osseux, pour savoir si la pièce implantaire peut tenir. Donc oui, je pense que si tu veux aller jusqu'au bout des choses, il faut faire des examens 3D. Oui. D'accord. Ok, et pour en revenir à... Donc j'ai bien compris que ce que tu disais, tu parlais de résultats, que c'était prouvé que en faisant bien les choses, on avait des bons résultats, mais le résultat, c'est une non-infection de la racine et de la dent, une non-prolifération de l'infection de base, on va dire. Mais dans le film Root Cause, et ils expliquent que les statistiques ont prouvé, donc là on va être plus global, que dans 97% des cancers du sein, on a une dent dévitalisée du côté de là où il y a le cancer. Ils expliquent ça par le lien qu'il y a entre les dents et les canaux lymphatiques qui vont directement au niveau du sein. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah, quand tu dis les statistiques, il faut être extrêmement rigoureux. D'où sortent les statistiques ? Quelle est l'étude ? Non mais tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, moi depuis tout à l'heure, je te parle de ressenti et à chaque fois, je mets une réserve en disant ce n'est qu'un ressenti. T'es d'accord ? Et tu sais en plus, puisqu'on se connaît, Étienne, depuis quelque temps, que je suis très ouvert au ressenti, à une médecine complémentaire, etc. Bon, tout ça pour dire que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas que l'aspect scientifique. Mais c'est pas parce que tu as cette ouverture que tu peux permettre de dire n'importe quoi. C'est un peu comme si je te disais toutes les personnes qui ont eu un cancer du sein avaient 2 bras, 2 jambes. Bon, est-ce que c'est pas la présence des 2 jambes qui sont à l'origine du cancer du sein. C'est un peu comme si je te disais, ils ont été exposés, 97% des personnes avec un cancer du sein avaient été exposées à la pollution. Est-ce que c'est pas la pollution ? 97% ont peut-être un jour bu du lait de vache. Est-ce que c'est le lait de vache ? Le gluten ? Je sais pas. Ça n'a aucun sens, vu que ce que tu dis représente 100% de la population, mais une dent dévitalisée, pour le coup, représente, je sais pas, peut-être 10% de la population. Alors voilà, c'est ça. Alors, ce que tu dis est vrai sur des patients tels très jeunes ou de notre génération, parce que nous on a à peu près 30 ans, enfin, un peu plus. Un peu moins. On est un peu moins, un peu plus pour moi. Mais la génération du dessus, nos parents, quasiment énormément ont des dents dévitalisées, tu vois. Ça, je m'en rends pas compte, par exemple. Combien on va dire, si on prend 100 personnes de 60 ans dans la rue, combien vont avoir des dents dévitalisées ? Environ, je sais bien que... Et ça c'est excellent, et je veux pas dire de bêtises parce qu'en plus j'ai honte, ça fait partie d'une ancienne conférence dans laquelle j'en ai parlé, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 60 ou 80%, 70 ou 80%. D'accord, donc dans ce sens-là, les 97% des gens, ça aurait pas trop... Je pensais que ça tournait plus autour de 10%, non, je pense pas qu'il y ait autant de monde, tu vois. Et puis, comment dire, du même côté, alors, t'as une dent dévitalisée à droite, t'as un cancer du sein à droite, peut-être, je sais pas. C'est juste que je trouve aberrant comme information donnée au grand public tant que c'est pas scientifiquement développé, vérifié, tu vois. C'est que je préfère 100 fois écouter un chercheur en oncologie, des mecs de l'INSERM, tu vois, des chercheurs en médecine qui vont te donner vraiment une information très poussée, très sensée, plutôt que parce que le gars qu'on voit dans Root Cause, on sait pas trop qui c'est en fait. Non, mais le gars c'est un filmmaker, comment on dit, un gars qui fait des films quoi. Et alors le protagoniste, mais même les médecins qui parlent. Les médecins, je sais pas. C'est ça. Alors ils parlent d'expérience et tout, mais moi, si tu veux, je te dis j'ai fait une expérience, j'ai pris 3 dents, j'ai fait ça et 95% de mes résultats sur mes 3 dents. Alors tu vois, l'échantillon est trop faible. C'est les essais cliniques, les études, c'est très rigoureux. Ça veut pas dire que c'est trop complexe pour pas être accessible. Non, c'est accessible, mais on peut pas résumer ça comme ça. Bien sûr. Tu vois, il y a des gens qui parlent de ces sujets-là, qui publient là-dessus, qui consacrent leur vie. Tu as des serveurs de recherche qui s'appellent PubMed, tu vois, que tu connais sans doute. Il suffit de taper, tu vois, les mots-clés et d'avoir des méta-analyses qui font le bilan là-dessus sur des critères statistiques très développés. Enfin, tu vois, voilà. Là, ok, là, on pourrait se poser, on pourrait discuter. Là, je suis très perplexe. Peut-être que l'avenir nous dira qu'ils avaient raison, je sais pas. En tout cas, commençons déjà par faire des soins corrects, faire des traitements endodontiques corrects, ou d'autres traitements, de parodontologie, etc. corrects.
Et à ce moment-là, on pourrait observer l'efficacité. Ce qui est certain, c'est que la dentisterie, il y a 40, 50 ans, était insuffisante. Donc si c'est basé que là-dessus, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, même ce que je te dis là a aucune valeur scientifique, tu comprends? Mais je vois. Et qu'est-ce que tu penses de la conclusion, toi, du documentaire qui est, tu me dis si je me trompe, hein, mais qu'en fait, toute dent dévitalisée est un point, comment dire, une zone où une infection se développe et se transmet dans le corps. Et eux, ce qu'ils disent, en fait, c'est d'arracher toute dent dévitalisée, de rien garder de dévitalisé dans le corps. Qu'est-ce que tu penses d'arracher les dents, en fait? C'est une question très concrète que j'aime beaucoup. Parfait. Toute dent dévitalisée génère, comme tu as dit, une infection dans le corps. Bon. Ouais, un foyer infectieux qui il y a parfois quelques bactéries qui pointent le bout de leur nez au bout de la racine, d'accord? Et là, il y a une réaction inflammatoire pour limiter cette infection. Donc, on a un organisme qui est capable de se défendre. Bon, il se trouve que parfois, l'organisme n'est pas capable de se défendre. Parce qu'il pourrait être trop inflammé ailleurs, parce qu'il peut avoir des défaillances du système immunitaire. Je pense des maladies chroniques, des traitements immunosuppresseurs, etc. Tu vois, on prendra pas les mêmes précautions, on fera pas les mêmes traitements sur un séropositif au stade avancé qui a plus de défense que tu vois, parce que forcément, effectivement, il pourra pas se défendre. Bon, donc. Si on va jusqu'au bout des choses, donc je pense que oui, c'est vrai, qu'on ne stérilise pas les dents, mais que l'organisme est largement capable de gérer ça avec des dents très propres, d'accord ? Ok. Ça c'est clair. Deuxième chose, en tout cas, le contraire n'a jamais été prouvé. Et par contre, on a des études qui montrent que on peut vivre des années sans qu'il se passe rien, juste autour de la dent déjà. Donc avant qu'il se passe quelque chose à distance, il peut se passer quand même quelque chose, beaucoup de temps. 2, extraire toutes les dents dévitalisées, mais pour faire quoi, Étienne ? Pour éviter qu'il y ait un foyer infectieux qui diffuse. Ok, et après ? Pour mettre quoi ? Si tu mets... maintenant, justement. Parlons du remplacement. Voilà. On remplace pas les dents dévitalisées, on les extrait. Ça va créer un désordre musculaire énorme. T'es d'accord avec moi ? Là, on est plutôt dans le domaine de l'orthodontiste. Ça, un orthodontiste. Alors, de l'orthodontiste, de l'occluso-dontiste. Oui, voilà. Mais ça crée un désordre occlusal énorme. Alors, ouais. Okay. Et moi, je vais rajouter ma petite touche. Alors, j'ai appris, il faut savoir. Bon, allez, on divulgue un peu. Donc, avec Mathieu, on s'est rencontrés il y a quelques temps sur Lyon dans une soirée. Et moi, j'ai toujours été un peu curieux au sujet des dents parce que c'est un sujet que personne connaît vraiment. Tout le monde a son petit avis, que ce soit le généraliste du coin ou le médecin du sport avec qui tu bosses. Bref, tout le monde sait que il y a des liens entre les dents et les tendinites, mais personne ne sait vraiment comment ça se passe. Puis moi, ça m'a rendu assez fou parce que j'ai fait une formation dans laquelle on a parlé de ça. J'ai posé mes questions. Le mec qui faisait la formation là-dessus ne savait pas me répondre. Et donc, je suis allé du coup recontacter Mathieu. On a beaucoup échangé. Il m'a présenté un de ses amis qui s'appelle Étienne. Donc, je suis allé le voir. On a beaucoup échangé. Il est occlusodontiste. Et lui, donc il m'a expliqué un petit peu. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a expliqué, mais que une dent en fait qui était arrachée, un trou au niveau des dents, l'organisme cherchait, c'était pas normal d'avoir un trou, donc il cherchait un peu à combler le trou, c'est-à-dire que les dents qui étaient de part et d'autre du trou allaient se rapprocher, la dent qui était au-dessus allait pousser un petit peu pour combler ce trou, parce que les dents n'aiment pas, enfin la dentition n'aime pas avoir de vide. Et ça crée des équilibres musculaires, etc., qui allaient se transmettre via la chaîne musculaire au niveau des épaules, du coup, et créer des cervicalgies, ou des troubles de l'audition, ou des troubles de l'ATM. Donc voilà, je m'enflamme un peu, mais t'es d'accord avec tout ça ou pas déjà ? Alors attends, je vais même t'expliquer et te faire part de mon expérience personnelle. J'ai des dents, j'ai pas de dents, pas de dents dévitalisées, peut-être 2-3 caries qui ont été soignées quand j'étais petit. Ok. J'ai eu 2 fois un traitement orthodontique. Ok, donc mon traitement, mes dents avaient bougé à l'âge adulte. Ce qui fait que j'ai refait un traitement odontique plus tard. Donc j'ai passé d'un état de bruxomanie, c'est-à-dire qu'on grince des dents, tu vois, parce que la mandibule cherche toujours sa bonne position, etc. Donc l'équilibre neuromusculaire grince les dents pour retrouver la bonne place de la mandibule, pour être dans la meilleure position possible. Bon, j'y vais simple. Donc après, j'ai fait un traitement orthodontique pour replacer les dents dans une bonne occlusion, ok ? Là, tu sais que je fais pas mal de sport.
J'ai eu quelques blessures, j'ai fait un bilan posturaux global, ok. Et en occlusion, simplement quand mes dents se touchent, ça modifie ma posturo et ça modifie mon acuité visuelle. Okay, autrement dit, mes muscles oculomoteurs de mes yeux sont modifiés par l'équilibre au niveau de mes dents. Ouais. D'accord ? Et on fait des tests de force même. Tu sais que je fais du crossfit. On fait des tests de force au crossfit en occlusion et en désocclusion. C'est-à-dire que tu fais serrer les dents et tu fais un test de force et tu fais mettre des cales entre les dents et tu fais le même test de force. Et des fois, tu peux avoir des résultats bien meilleurs ou bien moindres. Okay ? Bien sûr. Et ça veut dire que voilà, l'énergie demandée par l'équilibre musculaire en occlusion est tellement important que du coup, on a un organisme qui est moins bon. Bon. C'est un détail, mais c'est pour te montrer l'importance de l'occlusion. Donc, quand tu enlèves une dent, tu as un véritable problème d'occlusion. Ouais. Et en plus de ça, tout va bouger. Ok ? Et en plus de ça, si les dents bougent, forcément, très souvent, ça peut faire apparaître les racines. C'est-à-dire que la dent du dessus qui ne serait pas comblée par une dent d'en bas va égraisser. Les racines vont apparaître. La dent va être plus fragile. Les racines, le sément qui n'est pas la même structure que l'émail, va être exposé au milieu extérieur. Les bactéries vont pouvoir se loger là. Ça va créer des problèmes parodontales majeurs. C'est pas bon. Enfin, on va au-devant de choses qui sont... voilà, ça va pas dans le bon sens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'anticipe tes questions. Ouais. Tu remplaces ta dent. Ok ? Tu l'extrais et tu poses un implant. Ok. Un implant, c'est quoi ? C'est une pièce en titane. Alors pourquoi le titane ? Parce que voilà, on a des lésions qui se... Enfin, je vais te faire très simple. Pour faire simple, c'est un matériau qui est très bien ostéo-intégré. C'est-à-dire que l'os vit très très bien autour du titane et se lie très très bien avec le titane. Et c'est la même chose qu'on utilise sur des pièces d'orthopédie, par exemple, je sais pas, des prothèses de hanche, etc. Ouais. Okay. On ouvre la gencive, ok ? On pose l'implant dans l'os, on referme la gencive. Bon, ça va ? Ça va. Oublie pas que tout ça est un milieu septique. Donc l'implant, de la même façon qu'une dent, subit des infections qu'on peut appeler des périimplantites, ce genre de choses, des bactéries qui pourraient se développer autour des implants. Mais c'est normal puisque tout évolue dans un milieu septique. Donc il y a toujours ce risque-là. Tout ça pour te dire qu'en fait, même si tu extrais les dents, tu vas avoir des problèmes occlusaux, des problèmes mécaniques majeurs qui vont dans la dégénérescence de l'organisme. Et si tu les remplaces par de l'implantologie, tu risques d'avoir les mêmes problèmes qu'avec un traitement endodontique. Bon. Donc, en fait, il n'y a pas de solution une fois que... Exactement. Mais elle est là, ta réponse. Et la solution, c'est quoi ? On enlève toutes les dents, on pose des dentiers. Pourquoi pas ? Mais ça, techniquement, c'est extrêmement complexe de bien vivre avec des dentiers. Donc si on va aller jusque-là, et d'ailleurs je pense que tu demandes à n'importe qui, tout le monde va dire ah non, tu me gardes mes dents, ok ? Ils auraient raison, mais mettons, on t'enlève toutes tes dents, on te pose des dentiers, oui ça se fait, mais c'est difficile de faire un dentier qui tient, ok ? Sans implant, sans... Bon. Donc tout ça pour dire que je pense que ceux qui tiennent ce discours-là, eh bien, surfent sur une espèce de mode ou quelque chose qui te dit, bah voilà, oui, faut pas avoir gardé de dents dévitalisées, etc. Puis en même temps, ne propose pas forcément de bonnes choses pour les résoudre, tu vois, ou d'autres. Non, t'as rien, c'est mon chat qui fait ses griffes sur le canapé. On a compris qu'il fallait pas avoir de KVDP en cuir avec les chats. Non, t'inquiète, du coup, ça énerve le chien, mais bon, allez. Et donc, du coup, tout ça pour conclure qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Notre travail, il est de nettoyer, de faire en sorte que les dents soient le mieux soignées possible. Mais malheureusement, quand une dent sera malade, elle restera toujours malade, elle sera réparée, tu vois, pour rester le plus longtemps possible sur l'arcade. Le problème biologique lié à l'infection des dents est, je pense, anecdotique. C'est-à-dire que si c'est bien fait, bien propre, bien nettoyé, même s'il reste quelques bactéries qui pointent le bout de leur nez, si tu as une bonne défense immunitaire, ça va être éliminé. Effectivement, tu as des organismes qui ont du mal à réagir, tu vois.
J'ai des patients, moi, chez qui je fais des traitements et qui ont toujours mal. J'ai eu un correspondant, c'est-à-dire un dentiste qui m'envoie ses patients, qui est très branché sur le côté, on extrait les dents dévitalisées, etc. Bon, il m'envoie sa patiente pour dévitaliser des dents. Et puis, il me dit, je le vois quelques mois après, je lui dis, ça va ta patiente? Bon. Bah non, pas trop, elle a encore mal. Ok, bon, très bien. Et du coup, t'as fait quoi? Bah du coup, j'ai enlevé toutes les dents. Ok. Bon, on avait quand même passé, si tu veux, presque 10 heures de soins. Voilà, je te cache pas du coût financier, etc. Et je lui dis, ça va mieux? Il me dit, bah pas vraiment. Ok. Seulement, on n'a pas de retour en arrière, tu comprends? Bah oui. On extrait une dent, c'est perdu. Ok. Donc, c'est une façon de voir les choses qui me paraît être facile. Et de la même manière, dans Route Cause, si on écoute bien, il y a un dentiste il y a un médecin, je sais pas si c'est un dentiste ou pas, qui te dit oui, alors la patiente a subi un traitement de racine, elle avait toujours mal, je sais plus où, hein, c'était au début du reportage. Tu dis oui, ok, deuxième traitement de racine, même chose, machin, ok. Et elle se fait extraire la dent et elle se fait poser un implant, ok. Et si tu écoutes bien, il dit ça, le gars. Et il te dit, même chose, ça n'a rien changé, toujours mal. Donc on a extrait l'implant. Donc le problème n'est pas forcément le traitement de racine initial. Tout ça pour te dire qu'en fait, c'est un exemple, un détail de l'argumentation de ce reportage qui n'est basé absolument sur rien de scientifique et de concret. Et en tout cas, ne propose pas de solution. Tu comprends ? Bah, il propose la solution d'arracher les dents, mais comme tu dis, c'est une fausse solution qui passe bien dans le documentaire parce qu'il est bien fait, mais qu'en réalité, on sait que c'est pas vraiment une solution, quoi. Bah, exactement. Tu viens de résumer le documentaire. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça paraît super simple, mais vu que je connais un peu le sujet, ouais, c'est pas aussi simple que ça. Et je suis très content de parler de tout ça avec toi ce soir parce que ça m'éclaire un peu. Et ça me frustre aussi en me disant merde, il n'y a pas de. Mais c'est pas évident. Miracle. C'est pas évident à la fois de vulgariser le discours. Donc je suis désolé pour ceux qui vont entendre ce discours-là et qui n'ont pas trouvé les choses très claires. Enfin, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Je pense que ceux qui nous suivent jusqu'à présent, ils sont solides. Ouais, ils sont solides et ils sont impliqués. Ouais, ils sont impliqués. Ouais. Mais c'est pas évident. Mais en tout cas, en aucun cas, on peut résumer à une dent dévitalisée égale cancer. Parce que le problème, c'est que c'est ce que les gens entendent. Et bien ça, sûr. C'est n'importe quoi. Et ça, je peux que Et c'est pas parce que je suis endodontiste que je dis ça. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes étudiants ou avec mes associés, si un jour il n'y a plus besoin de notre profession, bah, et tu le sais, je serais ravi de faire autre chose. Mais on peut pas résumer ça à ça. Ça surfe sur une peur, ça surfe sur cette espèce de mode de cette médecine complémentaire qui te dit voilà, soigne tes cancers avec tes jus de légumes. Non, tu vois. Effectivement, faut revoir l'alimentation, faut peut-être faire des cures détox, etc. Et tu sais en plus que je suis adepte de ce genre de choses, mais on peut pas ne faire que ça. Il y a toujours une dimension autre, une dimension psychologique, une dimension alimentaire, une dimension de sédentarité. Et si ce sujet-là intéresse les gens qui nous écoutent, le meilleur livre, moi, qui a changé ma vie, c'est celui que je t'ai proposé de lire, que tu as lu, je crois, qui s'appelle L'amour, la médecine et les miracles. Bien sûr. Et qui démontre, mais clairement, les choses, en fait. C'est un chirurgien oncologue américain qui a un taux de guérison très élevé de ses cancers, mais qui va au-delà des choses, qui te dit pas faut boire que des jus de légumes pour guérir ton cancer, parce que là, effectivement, on surfe sur ta détresse. Non, il te dit voilà, il faut, 1, que tu aies une bonne alimentation, 2, que tu aies une bonne activité physique, et 3, aussi que tu te fasses soigner. Soigner physiquement, s'il y a besoin d'une chimio, s'il y a besoin d'une chirurgie, faut le faire, et soigner aussi mentalement, tu vois. Bah, je vois bien, ouais. Et on peut étendre ce problème-là aux dents. C'est-à-dire que la plupart des gens que je vois qui ont vraiment des douleurs qui persistent ou des choses qui sont très complexes ont un seuil de la douleur qui a été diminué. Alors, et ça peut être diminué par une maladie chronique comme un état psychique.
tu vois. Le déclenchement du stimulus de la douleur ou du supportable par l'organisme, j'appelle ça le supportable, mais c'est mes mots à moi, c'est pour me simplifier l'image, il peut être plus ou moins haut. T'as des gens qui ont des douleurs chroniques qui s'en rendent même pas compte, et puis t'en as chez qui ça peut prendre plus d'ampleur. Une fois, j'ai eu dans une formation de la Société française d'endodontie, on a fait venir un physiologiste, ouais, on peut appeler ça comme ça, qui parlait de la douleur. C'était le professeur Alain Woda de Clermont, et qui expliquait, voilà, qui gérait la douleur chez ses patients, des patients avec des maladies chroniques, c'est comme la fibromyalgie par exemple. Et je lui ai posé la question et je lui ai demandé pourquoi, parce qu'au CrossFit et dans le sport que je fais, je vois des gens qui ont des maladies chroniques et qui sont soulagés par une activité physique. Et d'ailleurs, je te remercie parce que ça va dans le sens de ton bouquin, l'élange du mouvement, c'est exactement ça. Et je lui ai demandé pourquoi une activité physique pouvait diminuer les douleurs chroniques. Et ben oui, il t'explique que tu as des organismes qui sont habitués à être exposés au stress, et donc du coup, chaque problème ne devient plus un problème en tant que tel, tu vois. Et tu le vois chez des grands dépressifs, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux, ils n'arrivent plus à prendre le volant, ils n'arrivent plus à traverser la route parce que le moindre stress devient trop lourd. Eh bien, je pense que sur des organismes trop fragiles, ça peut prendre ce genre d'ampleur. Et une dent dévitalisée peut prendre ce genre d'ampleur. Je vois bien. C'est une question de terrain plus que de... Exactement. Il y a un gars qui disait... Je crois que c'est le mec qui a inventé l'ostéopathie, qui disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Exactement. Je vais te parler, moi, d'un copain... c'est anecdotique, hein, mais il avait une grosse infection, on a soigné sa dent, tu vois. Voilà, pendant quelques mois, je l'ai suivi. Ça guérissait pas. On se dit, bon, bah, il avait pas mal, par contre. Bon, le temps que l'os se régénère et tout. Il a changé de vie, changé de boulot, quitté sa femme radicalement. Alors, évidemment, faut pas croire qu'il faut tout quitter, mais ce que je veux dire par là, c'est que il a changé de vie. Il a éliminé tout ce qui était toxique. Moi, j'appelle ça le sac à dos, tu vois. Il a enlevé son sac à dos et forcément, il s'est trouvé quelque part libéré. Son système de défense a été désinhibé, si j'ose dire. Là, par contre, tu vois, ça n'a rien de scientifique, ce que je te dis. C'est un ressenti. Ouais. Et tout de suite, ces lésions, l'os s'est régénéré. Ouais, mais c'est génial en fait, ta vision globale. Bah, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est potes en fait, c'est on partage pas mal de trucs. Et je change de sujet, mais pas énormément non plus. Tu me parlais tout à l'heure, ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, faut qu'on en parle dans le podcast. Donc toi, tu as un cabinet avec un associé et tu offres des séances de sport, de CrossFit en l'occurrence, à aux secrétaires, aux assistantes, etc. Explique-nous un peu ta démarche. Alors, oui. Ma démarche, elle a été personnelle déjà sur moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, un jour, en fait, pour aller directement dans le vif du sujet, un jour, je me rends compte que je travaille dans le microscope, tu sais, donc t'as parlé tout à l'heure, les grosses caméras, là, et j'arrivais pas à voir net, tu vois. J'étais, ah merde, putain, oui. J'arrive pas. J'ai dit putain au podcast, c'est pas très grave, c'est bon. Je dis beaucoup de gros mots et je m'améliore, mais okay. C'est pas grave, t'inquiète. Et donc, j'arrivais pas à voir net. Et je me suis rendu compte que, en tournant la tête sur mon ordi, je me suis dit, mais merde, je vois pas net, tu vois. Et puis après, j'enlève mes lunettes et j'arrivais pas non plus à accommoder correctement. Donc, je file, allez, chez Ophtalmo. Tu sais, d'habitude, il faut 6 mois pour un rendez-vous. Là, je l'appelle, je lui dis ça. Il me dit, hop, là, vous venez dans l'heure, machin. Je dis, bon, putain, c'est bizarre, tu vois. Bon. J'arrive, il me dit, vous avez rien, allez, hop, vous filez aux urgences. Donc, je me retrouve aux urgences. J'arrive, on me dit, il y a 8 heures d'attente. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe ? En 2 secondes, je me retrouve allongé, scanner injecté, tu vois, avec perfusion et compagnie. En fait, ils pensaient que je faisais un AVC. D'accord. Ok. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas d'AVC et qu'ils pensaient que je faisais une névrite optique. Voilà. Alors, bon, qui est prémisse de réaction de maladies chroniques, type, tu vois, sclérose en plaques, tout ça. Bon. Moi, je me suis dit, c'est hors de question. Ça, c'est pas possible. Je veux pas, donc j'ai pris en main les choses et je me suis rendu compte que c'était en même temps qu'une grosse poussée de stress. Donc on peut imaginer, si tu veux, l'impact d'une grosse poussée de stress sur le développement des maladies chroniques inflammatoires. Et quand tu creuses, parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui ont des maladies chroniques.
Et quand tu leur parles, chaque fois, chaque poussée inflammatoire évolue par palier. Ça vient des grosses poussées de stress, très souvent, tu vois, de traumatisme, etc. Donc là, moi, j'étais dans un état vraiment grosse poussée de stress. Et donc je me dis, c'est pas possible, c'est hors de question. Donc je me renseigne, je commence à parler avec mes patients, parce que tu sais, au fur et à mesure, je suis toujours dans les cabinets, j'ai des patients qui ont des maladies chroniques, et je parle avec eux, ce qui fait diminuer leurs symptômes, etc. Et ça a été la pratique du sport, l'alimentation, etc. Et en même temps, le même geste que je faisais toute la journée, avec le suivi que je fais, parce que dès que je fais un traitement, je fais un suivi à 6 mois pour m'assurer de la guérison autour de l'os, tu vois, des infections. Je me rends compte que certains patients qui ont toujours le même profil cicatrisent beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et surtout, n'ont pas de douleur post-opératoire ou vivent mieux les soins. Tu vois ? Les sportifs, les gens souvent bien dans leur tête, ceux qui ont une bonne hygiène alimentaire, une activité physique. Enfin, tu vois, c'est du bon sens, mais c'est certain. Et tu as des gens, tu sais, qui passent la porte, ils arrivent avec des cernes, avec des tu vois, je me souviens d'une patiente qui avait une dent mais totalement classique à soigner avec une infection. Bon, mais c'est ce que je fais tous les jours, hein. Et c'est vrai que des fois, quand tu nettoies une dent, il y a une réaction inflammatoire après pour éliminer l'infection, parce que tu vas pas dans l'os gratter, tu vois. Donc c'est l'os qui se nettoie tout seul. Et cette réaction inflammatoire, elle peut être plus ou moins sensible. Quand tu soignes un sportif, tu lui expliques, tu dis bah ouais, ok, d'accord. Puis je te revois après, je lui dis ça va. Il dit ouais, bah oui, j'ai senti, vous me l'aviez dit. Mais un sportif, il sait ce que c'est que la douleur, c'est pas un problème. Tu vois, quand je vois tu te fais masser sur un nœud, sur un muscle, je peux te dire que ça chante, hein, mais bon, tu le sais. Et ben cette patiente, elle m'explique que si tu veux, elle fume 2 paquets par jour, elle se nourrit au coca parce qu'elle n'a pas le temps de manger, elle a 3 enfants, un mari absent qui s'occupe pas d'elle, je lui fais son soin et je me dis tout de suite, ça va flamber. Ça va être des douleurs importantes, tu vois. Et donc j'essaye de la protéger, de lui dire voilà, vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit, et ça va pas louper. 2 jours après, elle t'appelle, on te dit j'ai les pires douleurs, c'est pire que mes accouchements, c'est l'horreur, machin. Alors qu'en fait, à force, tu commences à détecter ces types de patients. Tu commences à dire mais mince, tu sais tout de suite si ça va flamber, si ça va être très douloureux, si ça va être compliqué. Tu le sais dès que tu vas faire le soin. Tu sais quand tu as un patient qui s'abandonne complètement, qui ouvre la bouche et qui tu peux soigner, ou d'autres ça va être très compliqué, et où là va falloir faire un peu d'hypnose, et c'est ça qui m'a amené à l'hypnose aussi, tu vois, pour apprendre à gérer ça, apprendre à essayer de guider un peu le cerveau pour qu'il ait lui-même les capacités de gérer cette douleur et de gérer cet inconfort. Et donc voilà, tu te rends compte de l'importance du terrain. Et donc, dans le développement personnel que j'ai fait, eh bien, il y a une place énorme du sport. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre. Je fais un petit passage dans l'école d'Alexandre Astier à l'Acting Studio, voilà, comme passe-temps, tu vois. J'ai rencontré un mec extraordinaire qui s'appelle Saki Rouillard, qui est un champion du monde de taekwondo, un mec extraordinaire. Et qui nous faisait les cours de sport et les cours aussi, bon, on peut appeler ça du développement personnel, de toute façon. Et j'ai appliqué ça après avec mon équipe, en disant voilà, si vous êtes bloqué à un certain niveau, pour passer au niveau d'après, de toute façon, il y a un travail à faire sur soi, tu vois. Et c'est ce sac à dos dont je parlais tout à l'heure. Il faut l'enlever, il faut l'alléger. Ça peut être, je te dis n'importe quoi, hein, comme mon pote qui n'a pas cicatrisé, un jour, il a parlé à sa femme, il a changé son boulot, ça allait mieux. Ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui n'est pas abouti, quelqu'un qui est pas accompli, qui n'a pas accompli ce dont pourquoi il était là sur cette terre, qui est toxifié par une alimentation déraisonnée ou malsaine, tu vois, qui par une sédentarité. Et quand tu creuses, en fait, tu te rends compte, sans être psy, hein, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours des facteurs perso, psy qui limitent. Et donc pour ça me paraît évident avec tes collaborateurs de travailler là-dessus. Alors c'est pas à toi, moi, de travailler dessus, parce que je suis pas psychologue, je suis pas coach, je suis pas voilà, mais c'est de leur dire voilà, si vous voulez déjà être en forme, apprenez à faire du sport régulièrement, apprenez à vous dépasser, apprenez à gérer aussi ces zones d'inconfort. J'ai un copain avec qui je faisais du crossfit qui est parti, peut-être qu'il écoutera d'ailleurs, parce qu'il est extraordinaire ce mec, il est parti vivre son rêve en Australie, et il m'a expliqué que lui, il trouvait son confort dans l'inconfort.
Et j'ai trouvé cette phrase géniale, en fait. C'est tu vois, aller au-delà de ses limites, aller au-delà de ce qu'on peut faire que, eh bien, au final, on est bien. Et au final, c'est en ça où je pense que chacun devrait travailler, tu vois, plutôt que de savoir si on devrait extraire les dents dévitalisées. Tu Je vois comprends? très bien. Là, je comprends pourquoi tu finances les cours de CrossFit à ton staff, mais ça m'étonne pas du tout de toi parce que je te connais. Et c'est énorme cette notion de trouver l'inconfort, enfin le confort dans l'inconfort. Je me dis souvent ça en fait, quand j'ai le choix entre deux options, je me dis bon, quelle est la plus facile? Ok, celle-là. Est-ce que la plus difficile va me faire apprendre quelque chose, va pas être trop inconfortable, mais juste assez pour que je sois voilà, dans un, comment dire, une dynamique d'apprentissage, etc. Et en fait, volontairement, moi je choisis toujours depuis des années la voie la moins facile dans laquelle je vais apprendre sans que ce soit extrême. Des fois c'est extrême, mais dans laquelle je vais apprendre et je vais être dans cet inconfort qui fait évoluer en fait. C'est génial, je me reconnais bien dans ton collègue. Bah, cool, ça c'est super. Et Mathieu, ce que j'ai testé la dernière fois, c'est j'ai demandé à la personne que j'interviewais, qui était un préparateur physique, de me poser des questions par rapport à ma spécialité qui est l'ostéopathie. Donc je sais pas si je t'ai demandé de préparer ça, mais est-ce que toi tu aurais une question à me poser qui amènerait peut-être à un débat un peu final Alors, des questions. Oui, alors, tu m'en avais parlé, mais j'avoue que j'ai rien préparé. Mais j'ai toujours admiré ce métier parce que, pour faire simple, moi, l'ostéopathe, j'avais mal à la cheville, il me manipulait le genou et j'avais plus mal à la cheville. Enfin, tu vois, j'exagère. Donc, le lien, il est assez abstrait, mais je commence de plus en plus à le comprendre et à le connaître. Maintenant, si j'ai une question peut-être qui me vient spontanément comme ça, est-ce que tu penses, toi, qu'en ostéopathie, on peut travailler sur la croissance des maxillaires? Parce que le problème qu'on a, c'est que, tu vois, des fois, la mandibule ne suit pas le maxillaire, ou le maxillaire s'écarte pas comme la mandibule, etc. Et ce qui fait que, du coup, on fait des traitements, ce qu'on appelle interceptifs en orthodontie, où on va tirer sur les sutures pour qu'elles se mettent en phase. Et ce qui est déjà un bon plan pour éviter d'avoir des appareils d'orthodontie à l'adolescence, et alors que la croissance des maxillaires a fini, et de faire bouger les dents en fonction de ce qu'on a d'un point de vue de la croissance des maxillaires. Et donc, on peut guider ces maxillaires-là, cette croissance-là, plutôt qu'après avoir à déplacer les dents. Est-ce que tu penses que l'ostéopathie a un rôle majeur dans ce développement-là? Et comment, à quel âge il faudrait aller voir un ostéopathe? Ou à quel moment de la croissance pour justement aider l'enfant à positionner sa mandibule et ses maxillaires, et donc ses dents, dans la meilleure occlusion? C'est une bonne question. Ça. Super question. Je ne m'attendais pas à une question aussi technique, mais c'est une super question. Alors, oui, sans être trop prétentieux, je pense que l'ostéo a un rôle à jouer majeur, je ne sais pas, mais en tout cas, il a un gros rôle à jouer à ce niveau-là parce que, si tu veux, par exemple, on nous amène souvent des bébés en consulte ou des petits. Et on se rend compte qu'il y a en posant les mains, on se rend compte qu'il y a des zones de densification au niveau du crâne, que ce soit au niveau de la voûte, au niveau de la face, là en l'occurrence au niveau de la face. Le maxillaire, c'est les os qui sont au-dessus de la mandibule, donc juste au-dessus des dents qu'on a, des dents du dessus, pour les gens qui connaissent peu. Et oui, quand on observe, quand on voit, quand on sent avec nos mains ces phénomènes de densification très tôt, ben, déjà souvent il y a une raison, il y a une compression intra-utérine ou autre, enfin des facteurs qui ont fait qu'il y a cette densification au niveau des maxillaires. Et ça, on peut travailler ça. En fait, notre rôle en tant qu'hosto déjà, c'est de trouver ce qui coince, ce qui est dense, les zones dans lesquelles l'énergie ne circule pas, on le sent avec les mains, ça. Il n'y a rien de scientifique, mais on le sent. Et donc notre rôle, c'est de trouver ces zones et de les libérer, de redonner de la mobilité, de redonner de la malléabilité. Là, en l'occurrence, c'est ça, parce qu'on est au niveau d'un os. Et donc, avec nos petites techniques crâniennes, hein, on redonne de la malléabilité à ces os et on change l'évolution de l'os. On peut changer voilà, à un certain degré, mais la croissance et l'évolution de la face via ces libérations de densification qu'on a sous les doigts. Donc ouais, je pense que l'ostéo a un rôle, j'allais dire énorme, mais ça c'est mon ego d'ostéo qui parle, mais a un rôle à jouer
par rapport à son problématique, ouais, carrément. Et à quel âge il faudrait alors du coup aller consulter Bah, je pense qu'il faudrait consulter. Moi, alors on me demande tout le temps, est-ce que vous prenez les bébés? Bah oui. À partir de combien de temps? Ça, les ostéos ont des points de vue différents. Moi, je les prends à partir d'une semaine. Enfin, ils me l'amèneraient au bout de 2 jours, ça me poserait aucun problème. Moi, je prends à partir de 2 semaines. Je dis environ ça parce qu'il faut que je dise quelque chose, mais ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. Et là, déjà, on peut voir, en posant les mains, les contraintes qu'il y a eu dans l'utérus, etc. Et déjà travailler ça pour que le développement soit, que la croissance se fasse de manière optimale. Si tu veux, c'est comme, je prends souvent cette métaphore, c'est comme un arbre. Tu vois, si tu plantes un arbre et qu'il se prend un choc sur un côté, l'arbre, quand tu le plantes, ben, il va avoir tendance à pousser du côté opposé où il a pris le choc, tu vois, dans le sens, là où il y a eu le choc, il va avoir une petite cassure énergétique, ce qui fait que l'arbre va pousser un peu tordu. Donc c'est minime, mais bon, au bout de 20 ans, ça crée une grosse différence, puis c'est lui qui va tomber quand il y aura un coup de vent, tu vois. Là, j'invente, je vais en général pas aussi loin au niveau de la métaphore. C'est très clair. Et donc pourquoi je te dis ça? Parce que je pense qu'il faut corriger ces densifications et optimiser l'état tissulaire du corps. Là, on est au niveau du maxillaire, mais c'est valable à tout niveau, hein, via les techniques ostéo pour optimiser l'évolution et la croissance globale de la zone qui était bloquée, quoi. Je suis clair ou pas? Je m'en rends pas compte. Tu comprends? Moi, ça me paraît clair. Ouais, mets le micro devant la bouche. Pardon, moi ça me paraît clair. Ouais. Ok. Désolé, j'ai pas le réflexe dans le micro. Mathieu n'est pas encore un homme très médiatisé, mais là je sens qu'après ce podcast, il va faire le buzz et il faudra t'habituer à tenir le micro. Ouais, non, assez tôt pour les séances d'ostéo et puis après on voit vite. Hein. S'il n'y a pas besoin, on se rend vite compte de l'état de densification, un peu pour rester sur l'exemple sur lequel on était. Des os de la face, et puis on dit vite aux patients s'il y a besoin d'une deuxième séance ou pas, mais en gros, ça c'est ma vision, hein. Mais une fois que l'os est très mobile, on sent qu'il est dans la physiologie, qu'il y a des choses qui circulent dessus, c'est très abstrait, mais là on dit ok, et là on laisse faire la nature, et puis les choses en général se passent bien, quoi, quand il y a pas de blocage. Ok. Voilà ma vision. C'est une bonne question. T'en as une deuxième? Je kiffe en fait répondre aux questions, je crois. C'est vrai? Mais en fait, voilà, c'est ça. Tu fais des podcasts pour qu'on te les fasse dans l'autre sens. Non, c'est parce que je pense que je suis aussi spécialiste et qu'une des plus-values de ce podcast, c'est aussi que je donne mon avis sur différents trucs, quoi. Mais un jour, peut-être qu'on inversera les rôles. Ah bah ouais, avec plaisir. D'autres questions qui me viennent? Oui, mais ça c'est de l'ordre. On va sortir des dents. Ouais, peu importe, avec plaisir. On parlait du CrossFit. J'ai testé le CrossFit, je me suis inscrit plusieurs fois à la boxe de Gerland, à celle de et la fille. Excellente boxe d'ailleurs. Oui. Nous, voilà, j'ai un ami, je viens d'intégrer une nouvelle boxe qui s'appelle CrossFit Molière. Ok. L'idée, si tu veux, c'est cette approche de très santé du CrossFit. Il y a les performeurs, si tu veux, qui sont des athlètes de haut niveau, hein, qui font des performances extraordinaires, hein, d'ailleurs. Comment sécuriser la pratique de ce sport, à ton avis? Comment la rendre bienveillante et surtout faire en sorte qu'on soit en meilleure santé en la pratiquant et non pas en s'habillant, parce que on voit pas mal de, alors je me permets de rebondir avant que tu répondes, excuse-moi. Vas-y. Et on voit pas mal de traits de mecs qui sont hyper pro CrossFit et de mecs qui sont un peu anti CrossFit. Je pense sur des préparateurs physiques peut-être un petit peu anciens ou un petit peu old school, enfin c'est l'image que j'en ai, je sais pas si c'est vrai, qui disent que le CrossFit est une aberration, et d'autres je pense surtout, tu vois, par exemple les rugbyman de l'hémisphère sud ou les Anglais qui ont des pratiques pas 100% CrossFit, mais de préparation physique plus axée sur l'endurance de force, sur l'explosivité, plutôt que la force pure musculaire comme on pouvait avoir avant, parce que moi le peu de rugby que j'ai fait, c'est un peu comme ça que j'ai été préparé physiquement. Je voulais avoir ton point de vue, parce que personnellement, cette pratique du sport change un peu ma vie, tu vois. Et
comment la rendre la plus sécure possible et la moins traumatisante? Ouais, c'est une super question et qui est assez complexe. Je vais répondre de manière globale. Alors, la première question que je pose aux gens ou que je pose pas, suivant qui j'ai en face de moi, c'est pourquoi tu fais du CrossFit? C'est-à-dire que je vais être un peu cash et réducteur, mais peu importe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du CrossFit parce qu'il y a cette notion de challenge, de surpassement, de dépassement de soi dans le CrossFit, dont lesquels les gens ont besoin. Et il suffit que le gars qui va s'inscrire dans la boxe de CrossFit, en fait, le club de CrossFit, on appelle ça une boxe. Voilà, c'est un peu dérangeant pour ceux qui connaissent pas, mais les gens vont s'inscrire dans une boxe de CrossFit et vont voir l'ambiance qu'il y a et vont voir le potentiel qu'il y a dans cet endroit pour se dépasser plutôt. Et en fait, ils vont kiffer ça parce que souvent, ils n'ont pas forcément dans leur vie ce qu'il faut pour se développer, pour se dépasser, pardon. Et en fait, c'est intéressant de demander pourquoi tu fais du CrossFit, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se font chier, désolé, et qui vont dans la box de CrossFit pour se dépasser, pour exister, parce que voilà, ils vont finir les WOD plus vite, ils vont progresser. C'est assez comment dire, c'est assez stimulant et c'est limite une drogue en fait. Ensuite d'essayer de faire toujours plus. Et donc moi je voudrais pas que les gens fassent ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et le CrossFit peut être hyper intéressant en complément d'une autre activité, en conscience, mais en fait, je veux vraiment savoir pourquoi tu fais du CrossFit, quoi. C'est pas parce que tu te fais chier, que tu as envie de te dépasser, que tu vas faire du CrossFit. Et c'est la même réflexion avec les gars qui font du trail, tu vois, ou des trucs extrêmes, des Ironman, etc. Faut qu'il y ait une réflexion derrière. C'est-à-dire que le gars qui s'est jamais posé cette question, mais en mode vraiment en se regardant dans la glace, ou en allant voir un psy et en réfléchissant dessus, je pense que la première chose à faire, c'est de réfléchir vraiment au pourquoi. Dans tout ce que tu fais, mais pourquoi tu fais du CrossFit? C'est la première chose qui me vient. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais alors, oui, alors, bon, oui, mais... C'était quoi ta question déjà? Je l'ai... Tu sais... c'est quoi la phrase? C'était un peu comme l'alcool, en fait. Grâce à toi, on trouve pas de réponse, mais on oublie la question. Non. En fait, non, ma question, c'était de savoir comment la rendre sécure et quelles pratiques tu voyais pour que ce soit sécure. Donc, j'ai compris que c'était en complément d'une activité physique pour une préparation physique, en fait. Non, en complément ou pas, mais en conscience, c'est-à-dire de pas chercher à forcément se dépasser, parce que c'est la mentalité du CrossFit, de se dépasser toujours plus, sauf qu'il faut vraiment être en conscience et connaître les limites de notre corps. C'est-à-dire qu'un mec qui a jamais fait de sport, qui se dit putain le CrossFit c'est cool, mon pote m'en a parlé, je vais m'inscrire, et qui se met direct, qui s'inscrit au CrossFit Game, etc. au bout d'un an, non mec, t'as pas le passé pour faire ça forcément, donc peut-être qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps, que tu charges moins et que tu prennes le temps en fait. Moi je trouve que beaucoup de gens s'inscrivent au CrossFit et vont trop vite se prennent au jeu, parce que les WOD, faut pour mettre les gens dans le contexte qui connaissent pas, c'est un truc très intense et il faut faire toujours plus de reps, toujours plus de répétitions, toujours des exercices plus vite. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui zappent le côté risque de la pratique et qui vont se faire mal. Donc en fait, pour pas se faire mal, faut être conscient de ça, quoi. Conscient que le corps, il a la résistance proportionnelle à ce que tu lui as proposé durant les années précédentes, les longues années précédentes, et que si tu fais du CrossFit alors que tu n'as rien fait avant et que tu commences à aller trop fort, tu vas te blesser. Hein. C'est pareil en course à pied, c'est pareil pour tout. D'où l'importance d'être très bien entouré et très bien coaché. Ouais, exactement. Et d'être mentalement conscient et avoir du recul sur tout ce que tu fais, quoi. Puis pas foncer tête dans le guidon. Mais c'est valable pour tout, hein, mais dans le CrossFit, ouais. Je vois beaucoup de blessures et je comprends les mecs qui disent le CrossFit, faut éviter, les gens se blessent, les statistiques sont énormes au niveau de blessures. Je pense que dans une box de CrossFit, il y a un gars sur deux qui a une douleur et qui s'en sort pas avec sa douleur. Et je comprends les mecs qui sont là en disant le CrossFit c'est de la merde, voilà. Enfin, je les comprends. Je pense qu'il faut nuancer, mais vraiment, dire aux gens qu'il faut faire ça en conscience, c'est une très bonne pratique. Mais il faut pas qu'elle soit faite n'importe comment. Je suis entouré de gens pour qui ça a changé leur vie, ça leur a appris à se dépasser, ça leur a appris à
à se développer, à savoir qui ils étaient. Ça les a transformés physiquement et ils se sentent beaucoup mieux. Donc en ça me paraît positif. Mais effectivement, le point de commun de tous ces gens-là, et tu as raison, et c'est là où j'ai beaucoup aimé les coachs qui m'entourent, et enfin ceux qui m'entraînent, c'est dans la conscience du corps, tu vois. S'écouter, sentir ses muscles se contracter, ne pas aller au-delà du n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire s'entraîner en progressant, en travaillant, mais pas forcément tout le temps, tous les jours, parce que tu sais, des fois on fait 5 entraînements par semaine, voilà. De pas aller au-delà, de faire des WOD dans des états d'intensité énormes, tu vois, où il y a un mauvais mouvement, etc. Non, la maîtrise d'abord physique, la maîtrise du mouvement, la maîtrise de son corps, de son alimentation, voilà. Dans quel état on est, parce que c'est sûr qu'après des heures de boulot, c'est pas la même chose que quand t'as fait trois siestes de 2 heures dans la journée. Oui. Tu vois. Donc ça, et souvent la pratique de ce sport, c'est chez des gens qui sortent d'une grosse journée de boulot et qui veulent performer. Donc je te remercie parce que ce que tu as apporté comme réponse va dans le sens, pour moi, d'un CrossFit un peu santé, tu vois. Ouais. Qui... C'est ce que j'aimerais voir, ouais. en fait. Mais c'est ça que le CrossFit, est... je suis ouais. pour. Comme clairement, moi je suis inscrit, hein, j'ai des tickets dans la box avec la fille à côté de chez moi. Et je suis pour ça. Après, voilà, faut pratiquer en conscience, comme je te disais, et je suis d'accord que ça change la vie des gens. C'est-à-dire que le fait de se dépasser, ça peut vraiment casser des barrières psychologiques, etc., pour amener à d'autres choses. Sachant que la finalité, oui, c'est cool d'avoir des abdos, mais c'est que ça amène aussi quelque chose de psychique. Et je crois que le fait de casser des barrières, des croyances limitantes physiques, peuvent aussi amener à en casser d'autres, mentales, etc., et à évoluer. On est dans cette démarche de développement personnel dont tu parlais tout à l'heure, et non, je suis 100% pour le CrossFit, mais en conscience et voilà, et dans une pratique modérée, réfléchie. Tu viendras t'entraîner avec nous. Ouais, avec plaisir. J'ai bientôt fini mes tickets à côté de chez moi, après je viendrai avec vous. Mais c'est une excellente boxe, hein, mais c'est vrai que Ouais. ça me ferait plaisir de m'entraîner avec toi. Carrément. Bon, ouais, super. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette discussion. 3 heures d'enregistrement. Là, on est à 3h40. 1h42, ça va. Et en tout cas, moi, je kiffe discuter avec ça. Et en fait, ça me fait partager, parce que cette discussion, on aurait pu l'avoir autour de la bouteille de vin sans enregistrer. Mais ça me fait ça aurait kiffer. Été la même, c'est ça ça aurait été la même, ouais, c'est ça. Complètement. Ouais. Ça me fait trop plaisir de partager ça aux gens. Et pour les résistants qui auront écouté jusqu'à là, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous fait kiffer. Petite pub pour le projet. N'hésitez pas à aller... je sais pas encore comment ça va se passer, mais je sais que les autres disent ça sur leur podcast, donc n'hésitez pas à les liker, à les partager sur Instagram, etc. Moi, ça m'a motivé à continuer. De toute façon, je kiffe ça, donc je vais continuer. Mais quand même, allez liker et puis essayer de diffuser ça, parce que je pense que ce qu'on raconte, c'est un truc... on est dans cette démarche holistique, etc. Et je crois que c'est l'avenir pour prendre soin des gens. Il faut être dans cette démarche, il faut réfléchir. Et donc, n'hésitez pas à partager, ça me ferait super plaisir et ça ferait peut-être super plaisir à d'autres personnes d'entendre tout ça. Petit mot de la fin, Mathieu ? La démarche holistique, elle est essentielle. T'as entièrement raison, mais dans le sens sémantique propre du terme holistique, ça veut dire dans la médecine dans son ensemble. T'es d'accord ? Mm-hmm. Et parce que souvent on parle de médecine holistique, dentisterie holistique, c'est dentisterie un petit peu, tu vois, médecine complémentaire, un petit peu surfe sur le côté énergétique. Oui, c'est bien, mais et on en parlait tout à l'heure quand on a dîné ensemble, ça ne peut pas être dissocié d'une médecine conventionnelle. Il faut en fait l'association des deux. D'abord un très bon praticien, et également avec tout le côté énergétique, le côté alimentation, le côté état d'esprit, le côté exactement. Mais l'un ne peut pas aller dans l'autre. C'est-à-dire que tu es un très bon technicien peut être un très mauvais médecin parce que du coup, il n'a pas cette démarche-là. Et un très bon communicant purement holistique et qui est très mauvais technicien n'a aucune crédibilité pour soigner quelqu'un. Donc je pense qu'en fait, il faut aller vraiment, au lieu de confronter la médecine traditionnelle à la médecine un peu holistique, voilà, non, c'est l'ensemble des deux. Et c'est aller voir des praticiens dans tous les domaines qui sont
ouvert aux deux. Ce qui n'est pas si simple à trouver, Non. mais c'est exactement ma démarche. C'est Ouais, pour ça c'est que j'ai écrit un livre avec Jean-Marcel Ferret, qui est une des personnes les plus crédibles en médecine du sport, en médecine classique, et qui est ouverte à des choses beaucoup moins classiques, conventionnelles. Et en fait, ça, c'est mon message. Être bon dans les deux et savoir jongler et prendre en charge le patient Exactement. au mieux. Mais il faut que ça se développe parce qu'on n'est pas encore là. mais j'y travaille. Merci Mathieu pour tout ce Merci que tu à nous toi, as raconté. c'est extraordinaire ce que tu fais. Et voilà, Étienne, tu fais partie un peu des mecs, si tu veux, qui me permettent d'évoluer. Donc je tiens à te remercier. Et les moments qu'on passe ensemble sont toujours enrichissants. Et je pense que les gens qui vont écouter ont beaucoup de chance d'écouter tes podcasts. Donc je sais pas comment je peux t'aider pour que tu continues, mais j'espère que tu continueras. Ok, je continuerai. Merci beaucoup pour ça. À plus t'en prie. Mathieu, peut-être Salut. pour un tome 2 à l'occasion. À Avec plus. plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Merci pour votre attention et votre écoute. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si l'on peut retenir 3 choses importantes de cet échange, c'est que, premièrement, il existe plusieurs spécialités en chirurgie dentaire. Cela va dans le bon sens, car les soins sont de plus en plus exigeants, mais grâce au développement de ces spécialités, ils sont de plus en plus efficaces. Deuxièmement, la prévention des maladies carieuses et avoir une bonne hygiène bucco-dentaire seront toujours vos meilleurs atouts pour éviter tout problème par la suite. Et troisièmement, aujourd'hui, nous savons très efficacement nettoyer les dents infectées et vous permettre de les conserver le plus longtemps possible dans votre bouche. En aucun cas, les extraire alors que nous pouvons les sauver est une solution envisageable. Mais si nous n'avons pas d'autre choix, il faudra impérativement les remplacer pour éviter que d'autres problèmes apparaissent. Voilà, l'épisode est terminé. Et bravo si vous êtes arrivés jusque-là. Quand on est passionné, on pourrait parler pendant des heures. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Mettez des petites étoiles sur votre application mobile et incitez vos proches à écouter Dans tes dents. En effet, c'est le meilleur moyen pour nous de développer le podcast. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite, contactez-nous par mail contact@dantesdents@gmail.com ou via Facebook et Instagram @dantesdents.podcast. Dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour tout le travail de montage qu'elle réalise pour le podcast. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout les amis, Prenez soin de vos dents. dans tes dents.